Je vous propose d'ouvrir ce journal par la finale de la Coupe Davis. Rien n'est joué, rien n'est gagné pour la France. L'Australie a remporté cet après-midi le double en 2 heures et 8 minutes d'un match extrêmement tendu. L'Australie désormais mène 2-1 dans cette compétition dont la dernière manche se jouera demain. On retient son souffle. Tous les joueurs du monde sont capables de servir à 200, 220, 230 km/h. Peut-être le plus gros regret de ma carrière, ouais, c'est clairement le plus gros regret. Elle est parfaite cette amortie. J'ai cassé le poignet gauche en reculant pour frapper un revers, j'ai tapé le dos du juge de ligne. À d'autres moments, tu te fais huer, tu te prends des canettes dans la figure en Amérique du Sud. Le talent c'est bien, mais le travail c'est bon. Fabrice, bravo, c'est monumental ce que tu viens de faire. Et une nouvelle fois, bam, arrête la fine. En 7 rencontres, ça fait 6 fois que le petit Français s'impose face au géant russe. Au moment de recevoir l'ovation des 16 000 spectateurs debout sur le cours Philippe Chatrier. Si vous me connaissez, vous le savez, le tennis pour moi c'est plus qu'un sport. J'ai grandi avec et comme nombre d'entre vous, j'ai passé des après-midi entières devant le tournoi de Roland-Garros. J'ai même été ramasseur de balles pour le tournoi, alors l'intensité, l'excitation, la quête d'excellence, c'est vraiment quelque chose que je vis encore. Et c'est exactement ce que m'inspire Ailleurs. C'est le leader mondial du gros électroménager, mais pas que. Ailleurs, c'est une marque qui pousse l'innovation pour nous simplifier la vie avec autant d'excellence que ceux qui sont sur le court. Et une innovation que les gens adorent, c'est leur réfrigérateur avec la technologie FresherTech qui garde les aliments plus frais plus longtemps. Leurs produits sont conçus pour durer et s'adapter à nos rythmes. Avec Ailleurs, un simple geste suffit pour de grands résultats comme un revers millimétré le long de la ligne. Et ce n'est pas un hasard si Ailleurs est partenaire des plus grands tournois de tennis et du média extraterrien. Ils sont là pour celles et ceux qui veulent repousser leurs limites, que ce soit sur le court comme à la maison. Alors n'oubliez pas, pour progresser, il faut jouer avec les meilleurs. Et si jamais vous avez envie de découvrir leur gamme de produits, le lien se situe dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Salut Fabrice. Salut Bart. Comment vas-tu? Impeccable, ravi de participer à ton podcast. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es pas mal occupé en ce moment, qu'il y a la préparation de Roland-Garros qui se fait. Et donc je suis très flatté. Et comme je te disais, j'ai une histoire un peu romantique, un peu tumultueuse avec le tennis. Et j'ai vu beaucoup de matchs de toi, des fois sur le bord du terrain, des fois à la télé. Donc un petit peu d'émotion, un petit peu de nostalgie. Ça me rajeunit pas, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. Donc merci beaucoup d'être là. Écoute, plaisir partagé. Et c'est vrai que en dehors de mes activités dans les médias, donc sur Beansport et Amazon, je réponds rarement présent parce que, en fait, le tennis m'a médiatisé. Mais j'ai jamais joué au tennis pour être médiatisé. Et aujourd'hui, j'aime bien ma vie un peu plus tranquille, un peu plus classique, loin des projecteurs. Ouais. Ça fait du bien aussi, de faire une coupure avec les médias, avec les journalistes, avec les sollicitations. Sur le circuit, j'ai l'impression que déjà à l'époque, la demande était très, très élevée en fait. Alors c'est vrai que lorsque j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce qui a encore amplifié les choses aujourd'hui. Mais il y avait quand même, à l'époque, le rituel des conférences de presse après chaque match. On doit expliquer pourquoi on a bien joué ou mal joué, gagné ou perdu. Et à la longue, sur 21 ans de carrière, c'est un peu pesant. D'autant plus que, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'adore le tennis, j'adore la compète, j'adore la baston sur le terrain, mais j'ai pas joué au tennis pour passer à la télévision. Donc j'imagine que les conférences de presse, c'était pas ta partie préférée, quoi. Non, moi le grand kiff, c'était le combat au milieu de l'arène. Voilà, il y a deux athlètes qui s'affrontent et séparés par un filet. Ça, c'était vraiment le kiff. Tu recroises des journalistes maintenant avec qui à l'époque, les questions n'étaient pas forcément les plus fun ou ceux qui titillaient un peu. On sait qu'il y a des journalistes qui sont... certains qui caressent dans le sens du poil, d'autres qui sont plus piquants. T'en recroises un peu certains maintenant? Oui, bien évidemment. Et puis la relation a évolué parce qu'aujourd'hui, elle est plus apaisée que par le passé. Ces journalistes, je les ai fréquentés en pleine carrière. Donc il faut comprendre un peu le mécanisme du journalisme. Ce qui est vendeur, ce sont les extrêmes. Donc c'est soit dire c'est un génie, soit c'est Voilà, c'est un très mauvais joueur. Mais dire l'entre-deux ne fait pas vendre. Donc quand on veut vendre du papier, il faut souvent être dans les extrêmes. Donc parfois on passe pour des génies, à d'autres moments on est hyper critiqué. Ce qui est
difficile à gérer lorsqu'on arrive à 16-17 ans sur le circuit parce qu'on n'a pas de recul et on est un gamin. Avec le temps, les choses glissent. Et c'est tout de suite après les matchs, il n'y a pas encore un peu l'émotion qui est hyper, qui est hyper présente. Tu vois, je me suis refait quelques matchs contre Marat Safin. J'ai essayé de retrouver des images aussi contre Pete Sampras que tu avais pu battre ou le match un peu contre Arnaud. On reparlera un peu de ces joueurs-là, ces moments en tout cas qu'on marqué. Tu vois, est-ce qu'à la fin il y a beaucoup d'émotions sur un cours quand ça se libère, quand ça se termine. Arriver tout de suite en salle de presse et de voir, je sais pas combien de temps ça dure et tout, mais c'est un exercice, quoi. Quand l'émotion, la tension, elle vient de retomber, ça ne va pas être évident. Oui, d'autant plus quand on joue un match de 3, 4, 5 heures et qui fait, par exemple, en Australie, 35, 40 degrés, on est complètement vidé, on a parfois les pieds en sang, on a besoin de prendre une bonne douche, de faire un peu de récup active sur un vélo, de s'alimenter. Et puis, les choses s'enchaînent très vite. Il peut y avoir un contrôle antidopage dans la foulée avec quelqu'un qui te suit du terrain jusqu'au vestiaire. Bon, ça, c'est une partie qui est obligatoire ou presque aujourd'hui, mais en tous les cas, on n'a pas le droit de dire non si on a été sélectionné. Et c'est pas évident après un tel effort. On prend sa douche, on enchaîne par la salle de presse, ça dure 15-30 minutes ou plus pour les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un rythme, c'est un protocole qui est quasi journalier quand on va loin dans un tournoi. Ouais. Et tu disais que la nuance marchait pas trop en journalisme. Maintenant que tu es toi commentateur, tu vois, et que tu connais justement, tu vois, les difficultés du terrain, les difficultés du circuit, à quel point c'est dur d'enchaîner les matchs, à quel point c'est dur de gérer le public, tous les éléments extérieurs qu'il peut y avoir. C'est très dur d'être à 100% le jour J. Comment tu fais pour trouver un petit peu ton rôle, trouver ta part de choses? Est-ce que, au contraire, tu te laisses prendre au jeu, d'être plutôt un peu dans l'extrême et être un peu virulent, ou tu essaies de garder ta part de nuance? Moi, j'essaie d'être juste. Quand je suis à la télé, j'essaie d'être juste, avec toujours une petite réserve pour les Français, que je protège un peu plus. Mais j'adore ce rôle à la télévision, de commenter, de donner mon avis sur ce que je vois en direct, parce que j'ai longtemps été sur le terrain et aujourd'hui je peux savoir en partie ce qui se passe dans la tête d'un tennisman, pourquoi il réagit comme ci ou comme ça en fonction de tel ou tel match, à quel moment sur un premier set, sur une fin de set, fin de match, des balles de break. Et j'aime bien analyser tout ça, le partager avec le plus grand nombre, parce qu'on ne sait jamais qui regarde le match à la télévision. Il y a souvent un public qui est très différent. Il peut y avoir potentiellement, Federer qui regarde un match à la télévision, un tennisman amateur qui a joué 3 fois dans sa vie, ou ma maman qui ne joue pas au tennis. Donc c'est très compliqué de satisfaire tout le monde. Okay. Ta maman joue pas au tennis? Non, elle joue pas au tennis. Je sais pas pourquoi j'ai pris ma maman, mais parce que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure probablement. Ok. Ouais, donc effectivement, il faut savoir commenter pour tout le monde. C'est aussi, j'entends dans tes propos que tu aimes bien un peu la partie technique, la partie un peu cachée. J'ai toujours dit à mes parents que le sport sur lequel il y avait le plus besoin d'avoir un ancien athlète pour commenter, c'était le tennis. Justement, parce que c'est un sport long et selon moi, un des sports les plus psychologiques aussi. Et c'est ça que tu retrouves, toi, et cette technicité, cet essai de recherche un peu du mental, d'être dans la tête de l'autre, c'est ça que tu apprécies? Oui, j'aime beaucoup. D'autant plus avec mon jeu, c'était important d'essayer de rentrer dans la tête de l'autre, de le faire déjouer. La partie tactique était vraiment importante dans la préparation de mes matchs. Donc, je ne partais jamais dans l'inconnu. À chaque fois que j'arrivais sur un terrain, j'avais des informations sur mon adversaire. Je savais où étaient ses points forts, ses points faibles, comment il pouvait réagir à tel ou tel moment, ses faiblesses, sa fragilité mentale, par exemple. Mais au-delà de l'aspect mental, tu parlais de la technique. C'est un sport qui est hyper technique. Et c'est en grande partie pour cela que le padel explose à l'heure actuelle. C'est un sport qui est... Moi, je pratique, j'aime bien jouer au padel, mais c'est beaucoup, beaucoup moins technique que le tennis et donc beaucoup plus abordable, accessible. On reparlera un petit peu de padel, je crois que tu joues un petit peu. Moi, j'ai pu reprendre une raquette, tu vois. Pas sur un terrain de tennis, mais sur un terrain de padel. Donc, je remercie quand même la... On devient fou, non, sur un terrain de tennis? Ouais. En tout cas, pour ma part, je le suis devenu. Non, mais un peu tout le monde, c'est un sport qui rend dingue parce qu'encore une fois... On est seul, on doit trouver des solutions, on est souvent agacé, on se rend compte que même si on s'entraîne tous les jours et 3, 4, 5 heures par jour, eh bien,
Ce que l'on fait le mardi ne sera pas forcément réalisé le mercredi parce que d'un jour à l'autre, il y a un niveau de jeu qui peut fluctuer et c'est un super parcours de vie. Ouais, mais c'est vrai, c'est une très belle école. Tu vois, ce que j'en retiens le plus, et tu me diras pour toi si c'était aussi une espèce de bataille interne, mais c'était d'avoir un peu, d'un côté, le plaisir de très bien jouer certains jours, d'avoir des bonnes sensations, de bien rentrer dans la balle, de tout réussir, et pourtant de perdre le match. Et certains jours, de mal jouer, il y a du vent, l'adversaire est pas sympa, on a mal partout, on n'est pas bien, et pourtant, dans la tête, il y a un petit truc qui fait qu'on est un peu plus tueur que l'autre, on est un peu plus à vouloir vraiment le faire déjouer, à être un peu méchant, et finalement, sans plaisir, avoir la victoire au bout. Et ce paradoxe-là, moi, en tant que joueur, en tout cas, j'ai pas réussi à le résoudre. La particularité du tennis, c'est que tu peux jouer ton meilleur match de l'année et le perdre. Moi, souvent, quand on me dit quel a été ton meilleur match en carrière, je parle d'un match joué en 2005 à New York contre Federer, et pourtant c'est une défaite. Et je pense que ce jour-là, j'ai joué le meilleur tennis de ma vie. Malheureusement, j'avais Federer en face qui était invincible en 2005 et durant toutes ces années. Mais c'est un sport où il faut toujours trouver des solutions, toujours essayer de comprendre ce que propose l'adversaire. On a un plan de jeu, mais ce plan de jeu, il peut évoluer au cœur d'un match. Sur la partie technique, il faut mettre tellement de choses en place pour réaliser un beau coup. En coup droit, en revers, les déplacements, l'orientation des épaules, les pieds, l'accompagnement, la balle qui arrive d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est très, très complet comme sport. J'ai coutume de dire que le service est peut-être le geste le plus difficile, tout sport confondu. Je prends toujours deux gestes. Le service au tennis et le saut à la perche. Le saut à la perche est un geste qui pour moi est hyper technique. Parce que c'est quand même pas très naturel de courir avec une barre de 4 mètres de sprinter avec une barre de 4 mètres dans les mains, de la planter au millimètre avec les pieds qui doivent tomber au centimètre près et de se projeter en l'air à 5-6 mètres du sol. C'est compliqué de se repérer dans l'espace, etc. Bon, bref. J'ai jamais échangé sur le sujet avec des perchistes, mais ça m'intéresserait beaucoup. Mais écoute, j'ai rencontré Renaud Lavillenie, tu vois, on a fait une très très belle interview, et Jean Galfion aussi. Et c'est vrai qu'ils ont tous les deux un peu ce grain de folie, justement, de s'envoyer en l'air, comme ils disent, même les jours où ça va pas. Et c'est un sport dans lequel tous les deux ont quand même dit, voilà, c'est un sport d'engagement, quoi. Il faut y aller à fond. Et il faut à la fois être bon en technique et en plus avoir toute son énergie, avoir aucune peur. Parce que si tu as toute petite peur, c'est un peu comme au tennis. Si tu retiens ton coup, généralement, ça part dans le filet ou dans les airs, quoi. Je pense qu'au moment où on plante sa perche et qu'on la plie, déjà, il faut beaucoup de force parce que c'est pas simple à plier. Et pour se propulser dans les airs, il faut avoir un petit grain, quoi. Et pourtant, les deux Français là, que tu as évoqués m'ont l'air d'être des gars hyper équilibrés, bien dans leur tête, mais ils ont certainement ce petit grain de folie. La recherche d'adrénaline, quoi. Essayer d'aller casser la perche, comme ils disent. C'est la vie, l'adrénaline. Toi, c'est ce que tu venais chercher sur un cours ? Inconsciemment, oui. Et consciemment, c'est ce que je recherche dans ma reconversion depuis que j'ai arrêté il y a 15 ans. Voilà. Je ne m'en rendais pas compte, mais l'adrénaline m'apportait beaucoup de bonheur lorsque j'étais joueur de tennis. Et dans mes activités, depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'aurais pu faire des choses entre guillemets simples, dans une zone de confort, rester à 100% dans le tennis. Et puis, j'ai pas mal d'activités loin du tennis, dans des secteurs que je ne connais pas forcément très bien. Mais je me mets en danger, je prends des risques et certainement à la recherche d'adrénaline. Tu as un exemple à nous donner, je sais pas, d'un secteur que tu es en train d'explorer ou d'une activité qui est nouvelle pour toi Moi, par exemple, depuis 10 ans, enfin un peu moins, depuis 8 ans, je fais beaucoup de trading. Voilà, donc je ne rate jamais l'ouverture des marchés le matin, la clôture en fin d'après-midi. L'ouverture des marchés américains dans 3 quarts d'heure. Non, j'aurais un peu de retard, mais peu importe. Mais le trading m'apporte cette adrénaline que j'avais en carrière, à savoir l'incertitude, ce qui va se passer. Ça me permet d'être connecté au monde
économique, politique, savoir tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'en fonction de l'actualité, les marchés réagissent, bien évidemment. Et comme en carrière, moi, j'avais de l'adrénaline et je décortiquais les statistiques des matchs et de mes adversaires. Donc, il y avait cette adrénaline et des chiffres. Le trading, c'est de l'adrénaline et des chiffres. Okay. Donc tout ça est assez cohérent. Bon, écoute, peut-être que tu me feras des petits cours hors antenne. Moi, je suis plutôt lazy investor, tu vois. Mais c'est très bien. Hein, mon ETF mensuel, j'ai 5-6, tu vois, avec quelques petites convictions, mais être au jour le jour et tout, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font. Ça me plaît. C'est une deuxième passion dans une deuxième vie. Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu fais le parallèle, effectivement, entre la quantité de données et en même temps la prise de décision, la capacité à gérer un peu ses émotions, pour moi, certains traders sont des athlètes de haut niveau, quoi. On peut avoir en plus l'image, j'en ai rencontré quelques-uns, et c'était tout blanc ou tout noir, j'avais l'impression, dans le sens où certains, c'était un peu l'archétype du loup de Wall Street, avec une vie de débauche, avec tout ce qui va avec, et d'autres, au contraire, qui avaient un rythme de vie hyper cadré. Alors moi, je fréquente plutôt la deuxième catégorie. Qui vraiment font beaucoup de sport, qui presque font des exercices mentaux, psychologiques pour repousser un peu leurs limites, leur sang-froid et tout, et avoir un rythme de vie extrêmement sain, quoi. Mais je pense que, alors, encore une fois, moi, les traders que je fréquente sont des gars hyper disciplinés, vie saine, sport, etc., rigueur de travail. Et j'ai aussi autour de moi pas mal de chefs d'entreprise. C'est pareil, hein, ce sont des sportifs de haut niveau. Discipline, travail, rigueur, vraiment beaucoup de sérieux et beaucoup de travail, parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Le talent, c'est bien, mais le travail, c'est mieux. Est-ce que tu dirais que tu as le même style de jeu au tennis que dans le trading? D'ailleurs, comment est-ce que tu définirais ton style de jeu? Tu as dit, j'avais un style très particulier, très technique. Avec tes mots, peut-être pour les rares auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui n'ont pas eu l'occasion de te voir jouer autant que moi, en tout cas, comment tu le définirais, ton style de jeu? Un joueur atypique, créatif. Créatif et atypique, parce que le fait de tenir la raquette à deux mains et de jouer vraiment différemment me rendait très, très atypique. Mais j'étais toujours à la recherche d'une grande créativité sur le court. Tu sais comment Pete Sampras te surnommait? Oui. Tu peux le dire? Non, c'est pas moi de le dire, mais c'est un beau compliment. Merci, Pete. Tu nous regardes. Je lui enverrai la vidéo. Le magicien, quand même. C'est un beau surnom. Oui, c'est quelque chose. C'est un mot qu'il a employé en 2000. Alors, je me souviens plus, peut-être 2002, 2003, après un match disputé en Californie. Je m'en souviens très bien. Tu le bats, genre? Non, je perds, mais genre 7-5 au troisième, un match très disputé. Et forcément, venant de lui, qui à l'époque avait le plus beau palmarès de l'histoire du jeu, c'est resté. Et beaucoup de gens m'en parlent encore aujourd'hui. On me parle du magicien et de Pete Sampras. Ça a dû lui faire bizarre de jouer contre un joueur, tu vois, qui est autant capable d'attaquer que de défendre, de casser le jeu. Finalement, c'était contre ce type de joueur-là que tu étais le plus efficace. J'ai l'impression, ces joueurs qui avaient un style très, très prédéfini, très tranché, et qui finalement, quand ils tombaient sur toi, qui étaient capables d'aller chercher un peu différentes stratégies, différents coups. Ils étaient complètement perdus, en fait, j'ai l'impression. En fait, moi, j'aimais beaucoup jouer contre des adversaires qui avaient des coups forts et des failles. Voilà. Des grosses failles. Des failles à exploiter, plus ou moins grosses. Parce que je me disais que j'allais m'engouffrer et je trouvais toujours un moyen de les faire souffrir dans un secteur du jeu. En revanche, je n'aimais pas du tout jouer les joueurs qui étaient moyens partout. Voilà, ça j'ai détesté parce que je ne savais pas trop où aller et en fait je manquais d'inspiration. Ouais, donc d'où effectivement les Pete Sampras, peut-être les Marat Safin. Il y a quelques autres noms contre qui tu t'adorais jouer ou au contraire tu te frottais un peu les mains en te disant tiens, là j'ai regardé 2-3 petites vidéos, je sais où je vais appuyer. Typiquement, Marat Safin, c'est un joueur qui me réussissait très bien alors qu'il était plus jeune que moi, plus grand, plus fort, il était même numéro 1 mondial. T'as les stats? Je les ai pas retrouvés. Contre Marat, ça fait 7-2, je crois. 7-2, ouais. Mais était numéro 1 mondial. Il était numéro 1, ouais. Mais j'aimais bien parce que je savais comment le neutraliser, je savais comment le faire souffrir. Et je savais comment l'agacer sur un court. Voilà.
Parce que quand on perd un peu ses nerfs sur un cours de tennis, ça devient compliqué d'avoir des gestes précis. Et lui, je savais comment le faire déjouer. Tu peux nous dire 2-3 secrets? On lui enverra pas la vidéo à Marat. Je sais pas ce qu'il devient, s'il a toujours son petit cortège de... Non, Marat, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, il vivait à Ibiza. Ok. Voilà. Je sais pas s'il est en Russie aujourd'hui ou s'il est toujours en Espagne. Okay. Mais il avait l'air plutôt bien. Ouais, il avait l'air bien. Quand vous vous revoyez, vous en parlez ou pas? Non. Non, mais c'est un chouette type, vraiment, qui avait tout pour lui. Hein. Je veux dire, c'était vraiment une des grosses stars du circuit. Très gentil, très slave, mais hyper attachant. Et du coup, comment est-ce qu'il pétait les plombs? En fait, je lisais très bien son jeu. Et dans les deux diagonales, coup droit ou revers, j'arrivais à bien lui résister. Et même dans la diagonale coup droit, à le faire commettre beaucoup d'erreurs. Donc, quand vous relancez bien un joueur, parce que je lisais bien son service, et que dans les deux diagonales, vous sentez que vous lui posez un gros problème, bah, ça devient difficile pour lui de trouver des solutions. Il en a cassé un des raquettes contre toi. Beaucoup. Ouais. Ouais, je sais pas en tout dans sa carrière combien il en a cassé. Je crois que j'ai vu des chiffres absolument faramineux, genre plus de 1000 ou... C'est possible. Ou je sais pas quoi. Enfin, ça faisait quasiment une raquette par match. Enfin, c'était absolument dingue. Tu as parlé plusieurs fois de faire souffrir. Est-ce qu'il y a un peu cette notion de plaisir et presque sadique, tu vois? Moi, des fois, où j'ai eu du plaisir des fois à faire... Mais je pense à faire souffrir psychologiquement un adversaire. Oui et non, parce que les mots sont forts. Hein, les mots sont forts. Ouais, oui et non, parce que c'est bien de le voir s'agacer, c'est bien de voir le score tourner en sa faveur, mais au moment où quand je fais des choix tactiques, c'est pas là que je veux en venir. Moi, ce que je veux, c'est gagner le match. Après, quand de l'autre côté du filet, je vois mon adversaire qui commence à casser une de raquettes, bah, je me dis que je suis en train d'obtenir ce que je veux. En tous les cas, c'est qu'il est pas bien, c'est qu'il est en panique, c'est qu'il n'a pas de solution. Mais si je le fais déjouer sans qu'il casse de raquette, ça me va très bien aussi. Okay. Tu vois, on parle de ces joueurs, effectivement, tu vois, très expressifs. Alors, j'ai l'impression qu'ils le sont de moins en moins, tu vois. De casser une raquette est devenu interdit, d'ailleurs, c'est pénalisé. Ça a toujours été interdit et pénalisé. On prend des amendes quand on casse des raquettes. Ok, même à l'époque Oui, bien sûr. Okay. Elles sont certainement plus importantes aujourd'hui, mais à l'époque, déjà, on était sanctionné. Alors, le degré de l'amende varie en fonction du terrain, si le match est télévisé ou pas, si c'est un court annexe où il y a 500 places ou un central où il y en a 20 000. C'est graduel, tout ça. Ok. Par curiosité, ça peut monter jusqu'à combien à ton époque? Toi, je t'ai pas vu en casser beaucoup. Non, j'en cassais pas beaucoup. Mais ça m'est arrivé quand même. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir des comportements où je me reconnaissais pas. Même avec des arbitres, j'ai parfois dérapé. Et le soir, quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, j'étais pas très fier de moi. Mais voilà, ça fait partie du stress du joueur de tennis. Et souvent, j'ai entendu dire, oui, mais on est dans la vie comme on est sur un cours de tennis. Ouais. Et en fait, c'est qu'à moitié vrai. Hein. Donc c'est à moitié faux. Bien sûr. Parce que j'ai plein de joueurs de tennis qui sont hyper nerveux sur le court et d'un grand calme en dehors. Je veux dire, juste pour prendre un exemple, Benoît Paire, qui a souvent dégoupillé, mais de manière hors norme sur les cours de tennis. Benoît est un des gars les plus sympas que je connaisse et plus calme en dehors des cours. Mais c'est vrai, ouais, il y a un peu cette double personnalité, tu vois, chez beaucoup d'athlètes de haut niveau. Pas forcément à jouer un rôle, mais en tout cas à se mettre dans une posture de champion, à prendre des décisions importantes, à être parfois un peu plus émotif, tu vois, à laisser passer aussi plus d'émotions. Et puis finalement, quand le match est terminé, bon, bah, les émotions, elles sont sorties. Et puis en dehors du terrain, on n'est plus la même personne, quoi. Ouais, puis après, on peut avoir un raisonnement assez basique, c'est de se dire que le terrain, l'aire de jeu, c'est notre bureau. Quand on joue au tennis, on travaille, on est au bureau. Ouais. Et imaginez dans une entreprise un gars qui arrive au bureau le matin, il a 20 000 personnes autour de lui. Il n'y a pas de super à l'aise, ça va l'embêter, non? Il allume son ordinateur, il a un public. Dès qu'il envoie un mail un peu tordu, il prend une cartouche. Enfin voilà, nous on est au travail avec un public, ce qui est une chance énorme, inouïe. Et moi j'ai l'impression d'avoir fait le plus beau métier du monde. En tous les cas, c'était une très très belle école de la vie. Mais c'est pas normal et classique de se dire j'arrive au bureau, j'ai du monde autour. Ouais, bien sûr. Ouais, faut gérer les émotions des autres. Ouais.
Il y a eu des terrains où tu es arrivé vraiment en terrain ennemi et c'était très dur à gérer. Oui, bien sûr, en Amérique du Sud. Ok. En Amérique du Sud, c'était peut-être oui. Ou même j'ai joué Safin à Moscou, des joueurs russes à Moscou, c'était pas super agréable. Uruguay, Brésil, Argentine avec des joueurs locaux. Bon, on sait qu'on n'est pas en France, quoi. Mais ouais, c'est vrai, on voit pas beaucoup de matchs finalement des tournois en Amérique latine, mais il y a quoi comme gros tournois? Il y a Rio, Rio. Buenos Aires, Santiago, Acapulco. Acapulco, ouais. Acapulco est un gros tournoi. Ouais. Ce sont des tournois qui se sont joués là en février. Ouais. T'aimais y aller, toi, dans ces destinations? Pas trop. Bizarrement, j'ai pas tellement de bons souvenirs en Amérique du Sud. J'ai beaucoup aimé Buenos Aires, la ville. J'ai pas suffisamment profité du Brésil. Et Sao Paulo, c'était pas une ville où je me sentais très à l'aise. Et Rio, j'y suis allé que 2-3 fois. Peut-être Montevideo, Brésil, c'est bien. Après, j'ai pas forcément aimé les tournois, mais j'ai aimé les voyages. À Montevideo, à Santiago du Chili, à Bogota, ça n'a pas été une super expérience. Mais bon, j'étais jeune et les voyages forment la jeunesse. Donc à l'époque, j'étais content de découvrir le monde. Je partais avec mes 2 valises, mes 8 raquettes. Et voilà, je débarquais dans une chambre d'hôtel et j'allais me battre sur un court le lendemain. C'était extraordinaire. À chaque fois, tu bookais pour une semaine pour le tournoi. J'étais curieux de savoir un peu logistiquement comment ça se parlait. Tu vois, je m'étais noté ça dans mes questions. Maintenant, on voit, tu vois, que ce soit un Federer ou plutôt un Djokovic, tu vois, qui vient avec une armée de gens à chacun de ces tournois. C'est pas le tennis, il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait seul, tu vois. Toi, il y avait des personnalités qui t'accompagnaient quand même très souvent ou t'as fait des tournois seul? Alors, sans faire référence à la situation politique actuelle, mais je dirais que l'armée dépend un peu du budget. Et quand on est Federer, Nadal ou Djokovic et qu'on gagne beaucoup d'argent, on peut avoir une belle armée. Ouais, bien sûr. Lorsqu'on est en dehors du top 50 ou en dehors du top 100, l'armée est composée d'une personne. Voilà. Mais un Roger Federer, parfait exemple, avec des revenus hors normes, je le voyais arriver sur les tournois du Grand Chelem, surtout, il y avait entre 15 et 20 personnes. Wow. Voilà. C'est impressionnant. Ouais. Entre privé et pro. Ouais, et dans ces 15 personnes, c'est quoi? C'est préparateur physique, préparateur mental, il y a un kiné, il y a un cordeur, déjà, il y a un attaché de presse. Mais déjà, il y avait 4 enfants et sa femme, ça fait déjà 6. Ça... Plus 3 personnes pour s'en occuper, donc ça fait 8-9. Ouais, ok. Après, il y avait 2 entraîneurs tennis. Ouais. On est déjà à 11. Préparateur physique, le kiné, le manager, l'assistante, puis la famille qui vient un peu se greffer sur les tournois majeurs. Ça y est, on est à 16, 17, 18. Ouais. Et quand tu prends un voyage, tu pars à Rio, allez, tu te prévois la semaine, peut-être que je vais dire une bêtise, mais premier tour, deuxième tour, troisième tour, tu sors. Tu fais quoi? Tu prends un billet d'avion pour rentrer le plus vite chez toi? Ou au contraire, tu te dis, allez, je vais me faire 3-4 jours de voyage. J'ai vu dans une interview que tu disais quand même qu'à la longue, le plus usant, c'était ça, quoi. C'était de passer 9 mois dans l'année à l'étranger. C'était quoi, toi, ta stratégie? Peut-être au début de carrière, tu voyageais plus qu'à la fin? Tout d'abord, moi, j'ai arrêté à 37 ans, j'étais 50e mondial. C'est très rare que les joueurs arrêtent quand ils sont encore 50e. Mais moi, j'en pouvais plus de voir ma valise dans la chambre ou dans le salon depuis 25 ans, quoi. C'était pas possible. Il fallait que je me pose. D'autant plus que j'avais envie de passer beaucoup de temps avec ma fille, qui à l'époque avait 8 ans. Et je me suis dit, le temps est venu de passer à autre chose. Je serais capable de jouer encore 2-3 années supplémentaires autour de la 50e place mondiale, mais je ne serais pas capable de faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Donc c'est le moment de passer à autre chose. Parce que j'avais aussi plein de frustrations. Parce que depuis mon plus jeune âge, en fait, je faisais que ça, jouer au tennis du matin au soir. Voilà, tout le temps. Et puis quand je jouais pas, c'était il faut que je mange ça parce que c'est important pour récupérer. Il faut que je me couche à telle heure parce que je dois dormir 9 heures pour que mon organisme récupère. Et en fait, chaque minute de la journée était calée sur ma carrière. Donc c'était un petit peu usant à la longue. Pour revenir sur les billets d'avion, un joueur de tennis ne prend pas de billets bloqués. Ça n'existe pas. Il n'y a que des billets flexibles.
avec la Pareil, possibilité les chambres de... d'hôtel, j'imagine. Les chambres d'hôtel, c'est pareil, on réserve, on ne sait pas quand on va partir. Mais voilà, c'est la particularité du joueur de tennis et qui est très très éloigné des sports collectifs et notamment du joueur de foot, parce que beaucoup de gens pensent que oui, un joueur de foot, un joueur de tennis, ce sont deux sportifs identiques, qui font du sport, mais en fait, il y a un monde d'écart entre les deux. Ouais, Il y bien a sûr. le joueur de foot est salarié. Il a un staff. Il a un staff. Au-dessus de lui, il a un entraîneur, un directeur sportif, un président, un actionnaire du club. Il joue le dimanche ou le week-end uniquement si l'entraîneur le fait jouer. Donc finalement, il est dépendant de l'entraîneur par rapport à son niveau de forme. S'il joue bien, bon, bah, c'est parfait. Mais quand il joue mal ou qu'il est blessé, il a quand même son salaire qui tombe chaque fin de mois. Il peut être transféré aussi, quasiment à n'importe quel moment. Donc voilà le statut du joueur de foot. Le joueur de tennis, rien à voir. C'est un chef d'entreprise qui a sa PME. Il dit voilà, je veux travailler avec lui pour la préparation physique, je vais prendre tel kiné. Ok, maintenant que j'ai mon staff, je vais dépenser X centaines de milliers d'euros pour partir sur la route parce qu'il faut payer tous les salaires, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les restaurants. Et puis à moi d'être bon et de gagner suffisamment de matchs pour que mon modèle économique soit dans le vert en fin d'année. Ouais. Bah, écoute, merci de le dire. Tu vois, je pense C'est important de le rappeler parce que peu de gens sont au courant de cette particularité. Bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens en tout cas que l'entrepreneuriat, tu vois, parle. Donc, peut-être pour aller jusqu'au bout de ce sujet-là, c'est toi qui faisais ton business plan au début de l'année où tu te dis, tiens, j'ai tant de budget, et où tu passes avec un manager qui t'accompagne justement pour toute cette partie opérationnelle des bookings, tu as des inscriptions au tournoi, des réservations, parce que ça prend un temps fou en fait. Ça prend un temps fou. Alors, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que moi, je suis passé professionnel, j'avais 16 ans. 16 ans, même si on est hyper mature sur un court tennis, on a un enfant dehors. Hein. On n'est pas mature dans tous les secteurs de la vie, loin de là. Donc oui, j'ai été aidé. Mes parents ont toujours eu les pieds sur terre. Je viens d'une famille modeste, très modeste. Donc mes parents n'ont jamais pété les plombs en voyant l'argent débarquer dans notre vie. Donc ils m'aidaient un petit peu sur les déplacements, les billets d'avion. Mais c'est une logistique qui est très très importante, quoi. Vraiment, parce qu'il y a ces salaires, et puis quand à un moment donné on est blessé pendant 2 mois et qu'on ne rentre pas d'argent pendant 2 mois, il faut quand même payer les salaires. Enfin, je pense que ça parle énormément au monde de l'entreprise. Hein, la colonne, il y a le chiffre d'affaires et puis il y a les bénéfices. Donc c'est quand même mieux quand il y a les bénéfices en fin d'année d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis des fois, il y a plusieurs mois où la colonne dépenses et salariat, équipe tombe et pas la ligne revenu, quoi. D'autant plus que en général, on fait notre business plan, on fait nos comptes du 1er janvier au 31 décembre. Et le mois de janvier est celui qui coûte le plus cher. Parce que c'est la tournée australienne. Donc, moi, je me souviens à l'époque, il y a plein de joueurs, dont moi, certaines années, qui perdaient de l'argent sur le mois de janvier. Parce que quand vous dites, allez, on part en Australie, un mois, ok. Un mois, 3 chambres d'hôtel. 3 chambres sur 30 jours, ça fait 90 nuits à payer. Ok, 3 billets d'avion, 4 billets d'avion, les restaurants, les salaires, ok. Ça fait une masse qui est très importante. Si vous gagnez pas suffisamment de matchs, vous rentrez et sur le mois de janvier, vous avez perdu de l'argent. Mais il faut le voir dans la globalité sur 12 mois. Ouais, bien sûr. Puis vraiment, c'est un projet de carrière. Il y a des joueurs qui sautent la tournée australienne justement pour ça, des joueurs européens? Non. Enfin, c'était valable dans les années 70, 80. Aujourd'hui, les tournois du Grand Chelem ont pris une telle importance avec des revenus vraiment très très importants. Que 1 ou 2 tours, ça vaut le coup. Voilà, même passer les qualifs. Moi, j'ai joué mon dernier Roland Garros en 2009. Ouais. Entre ce que je touchais à l'époque pour perdre au premier tour et ce que vont toucher les joueurs cette année, c'est 6-7 fois plus. Ouais, ça m'étonne pas. M'étonne pas. En plus, il y avait la conversion en francs, non? Enfin, ça va pas nous rajeunir. Mais... Ouais. Non, mais forcément, dans les années 90, oui. Moi, quand j'ai arrêté en 2009, on n'était plus en francs, mais... Ah, mais déjà, ouais, ce que tu dis, c'est que là, en l'espace de 15 ans, ça a fait déjà x6. Entre ta fin de carrière entre 6 et 7, entre 2010 et maintenant. Ce qui veut dire que les joueurs membres du top 100 mondial, s'ils arrivent à jouer les 4 tournois du Grand Chelem, ils ont déjà un matelas qui est confortable pour se structurer. Pour financer le reste de la saison. Ouais, on dit souvent, après, tu connais mieux que moi, mais c'est que c'est en dessous du top 100 que ça commence à devenir compliqué pour vivre du tennis. Malheureusement, et c'est totalement anormal, car on part du principe qu'aujourd'hui, à peu près 150 joueurs de tennis qui vivent de leur métier dans le monde.
et qui a environ 75 000 footballeurs. Ouais. Donc, c'est pas juste pour les joueurs de tennis. Être dans les 100 ou 150 meilleurs joueurs au monde, c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et finalement, peu sont récompensés. Il y a peu d'élus. Donc, et d'une manière générale, globale, il y a peu de professions où il y a 150 élus dans le monde. Ouais, Je veux dire, demain, tu veux, je sais pas, ouvrir un restaurant, être avocat, dentiste, je sais pas, banquier. Il n'y a pas 150 banquiers ou avocats dans le monde. Hein. Il y en a 150 dans une rue, donc, ou presque. Mais voilà, donc c'est vraiment un métier niche, joueur de tennis. Pour autant, même si les chances de réussir sont extrêmement faibles, lorsque des parents viennent me voir avec leurs enfants, me disent il aimerait bien, mon fils aimerait bien réussir en tennis, je les pousse parce que c'est bien plus qu'un métier, c'est une école de la vie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça a duré longtemps, toi, la période un peu justement pour atteindre le top 100, où tu peux faire des tournois dans des endroits un peu pourris, avec, je sais pas, dans des chambres d'hôtel ou même le canapé d'un copain, tu vois. Il y a tout. Il y a eu de tout. Ouais, il y a eu de tout. Ah bah, moi, je me suis pas éternisé sur le circuit secondaire parce que, sans être prétentieux, j'étais vraiment précoce et très vite j'ai intégré le top 100 et le top 50. Donc, j'ai eu la chance de ne pas trop connaître cet environnement. Mais quand même, quand on est joueur de tennis, il faut être prêt à dormir dans un palace parfois et puis par terre à d'autres moments. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà dormi sur un banc dans l'aéroport de Moscou, en Ouzbékistan, dans une chambre d'hôtel où les vitres de ma chambre étaient cassées. Voilà. Et puis par ailleurs, dans des hôtels sublimes, extraordinaires. Donc il y a tout. Donc la capacité d'adaptation d'un joueur de tennis doit être importante et c'est important de. Bon, c'est une force dans la vie en général. Il y a eu des voyages là comme ça en Ouzbékistan ou dans des pays un peu folklore qui t'ont laissé, je sais pas, où t'as eu peur, tiens. Ouais. J'ai pas. Oui, je me souviens de mon vol Moscou-Tashkent. Ouais, non, c'est pas un grand souvenir, mais je m'en souviens. Donc c'est un voyage qui m'a marqué. Parce que le pilote avait une bouteille de vodka à la main ou parce qu'il y avait des militaires, j'en sais rien. Mais non, enfin, l'avion, quand je suis monté dans l'avion, aujourd'hui je monterai pas dans cet avion. Voilà. Okay. Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire. Pour revenir un tout petit peu sur la partie entrepreneuriale, pour bien comprendre, il y a combien de personnes qui vont travailler pour toi, tu vois, si on prend ton exemple, la plus grosse année, tu vois, où il y avait le plus de staff, ça représente combien de personnes à peu près? Moi, j'ai jamais eu plus de 3-4 personnes autour de moi, pas plus. C'est déjà beaucoup. Quand on a moi j'avais 2 entraîneurs tennis, de temps en temps je prenais un kiné ou un préparateur physique, mon manager qui gère un peu l'organisation et tout ce qui est logistique. Mais voilà, à plein temps, 2-3. Ouais. Et ils sont tous à plein temps? Quasi. Non, le manager, il s'est réparti sur plusieurs joueurs. Il a souvent, oui, bien sûr, une écurie. Et puis, même le préparateur physique, c'était pas le mien, on se le partageait, je le prenais quelques semaines. Pareil pour le kiné. Mais j'avais 2 entraîneurs tennis qui étaient full-time avec moi. Et du coup, tu fais quoi? T'appelles d'autres joueurs et tu leur dis, ouais, tu connaîtrais pas bien un bon prépa physique Ça pouvait se passer un peu comme ça? Ça peut être ça, même si souvent on trouve à l'intérieur, ce sont des gens qui sont déjà dans l'écosystème du tennis. Et, le tennis, c'est une bulle, hein. C'est comme un cirque, c'est quelques centaines de personnes qui parcourent le monde. Hein. Puis on voit toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes arbitres, toujours les mêmes entraîneurs, presque toujours les mêmes fans, parce qu'il y en a des fans qui se déplacent, qui parcourent le monde avec les joueurs. Comme un cirque, voilà. Il y a les trapézistes, il y a le jongleur, nous, voilà. Ok, j'aime bien l'analogie, elle parle beaucoup, je trouve. Je faisais référence un peu à ces coups de fil parce que j'ai fait une interview avec des skippers du Vendée Globe. Et en fait, ils se vendent les bateaux en fait, sur les derniers jours de la course, tu vois. Une fois que, grosso modo, ils ont passé le cap, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, qui commence à remonter de l'Amérique du Sud jusqu'en France. Bah en fait, ils sont sur WhatsApp et c'est là que se font les enchères de bateaux, quoi. Incroyable. C'est des enchères, tu vois, à plusieurs millions, qui se jouent par WhatsApp en disant bon, ton bateau tu le veux plus, vas-y, je peux te faire une offre en rentrant, appelle mon manager. Et les nouvelles technologies ont complètement transformé
ski avant se faisait sur terre, souvent avec une bouteille de vin, une fois que tout le monde était arrivé, là où maintenant tout va tellement vite qu'ils doivent annoncer un nouveau projet dès la fin de leur course en fait, pour pouvoir enchaîner sur les budgets et tout, et du coup ils règlent ça directement sur les bateaux, quoi. Ça m'avait fait rire parce que du coup ils se partagent un peu des bateaux mais aussi du staff, parce que généralement un bateau peut être accompagné de quelques ingénieurs, quoi, qui connaissent bien la mécanique. Mais tout le haut niveau est fascinant, je trouve. Moi je connais pas grand chose à la voile, mais d'ailleurs de manière générale je trouve que je suis pas un grand connaisseur de sport. Parce que je vais pas forcément, enfin, je lis pas l'équipe tous les matins, et je suis peu informé. Et il y a plein de sports que je ne connais absolument pas, mais si un grand sportif prend la parole et qu'il y a une double page que j'arrive à trouver sur Internet, etc., je vais forcément lire son interview, même si je ne comprends rien à son sport. Parce que je considère que son parcours de vie va m'intéresser, va m'apprendre des choses, et il va dire des choses très intéressantes. Ouais. Et après, bon, c'est pas pour blâmer l'équipe, parce que je lis souvent et j'adore, mais c'est pas comme ça qu'on comprend le haut niveau, quoi. Ça commente un peu, tu vois, mais aller voir les coulisses, la psychologie, comprendre vraiment le quotidien d'un athlète, c'est, comme tu le dis, c'est via une interview que tu peux le retrouver. Ouais, où il se livre vraiment, il prend le temps, et t'as pas besoin encore une fois, de connaître son univers pour apprécier ce qu'il va dire. Ouais. On n'a pas le temps de faire des rencontres sur le circuit, en dehors des autres tennisman et tenniswomen? Moi, très tôt dans ma carrière, j'ai décidé vraiment de dissocier ma vie pro de ma vie perso. C'était mon choix et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, j'ai de très très belles amitiés. Les gens qui m'entourent sont là depuis 25 ans, 20-25 ans. J'ai des amis fidèles depuis toujours, mais qui sont globalement loin du tennis. Même si dans mon univers sportif, je suis très proche de Mansour Barami, que tu connais peut-être, ou de Pierre-Hugues Herbert, qui est de ta génération, parce que Pierre-Hugues est de 91. Ouais, j'aimerais beaucoup le rencontrer et l'interviewer, tu vois, je l'ai mis dans la petite liste. Je pense très intéressant. Lui aussi a reçu un petit message de notre équipe, tu vois. Parce que je crois que, j'ai entendu des choses que son père a vraiment fait beaucoup de choses dans le début de sa carrière, et puis il a beaucoup oscillé entre le simple et le double. Enfin, bref, le simple, le double, et puis c'est un joueur atypique, c'est un joueur qui est très... Il est doux aussi. C'est un mec doux, je trouve. Ouais, exactement. Puis c'est très, très cultivé, il s'intéresse à plein de choses. En fait, il s'intéresse à tout. Tu peux lui parler de ce que tu veux, il va tendre son oreille et poser des questions. Voilà. Et puis, c'est un bon papa aussi, mais là, il n'a pas le choix parce que c'est le père de mon filleul. Ok. C'est pas usant aussi, tu vois, d'être toujours dans la même bulle avec les mêmes personnes au bout d'un moment. C'est au bout de 20 ans de carrière. C'est pour ça que j'ai construit ma vie privée en dehors. Je ne pouvais pas me limiter au vestiaire. C'est pas possible. Ouais, puis en plus, à un moment donné, ça doit être chiant, non? Si tu fais pas la fête, tu parles toujours de résultats, de trucs. T'as pas de moment... non, puis tu vis dans un couloir, quoi. Tu vois, tu es là dans ton truc tennistique. C'est important d'ouvrir un peu. Ouais. Voilà. Et je pense que le fait d'avoir ouvert très tôt dans ma carrière m'a facilité la tâche dans ma deuxième vie et dans ma reconversion. Puis il doit y avoir aussi les potins, les histoires, les climats. C'est une bulle. Avec un peu de testostérone et d'ego aussi, donc j'imagine que c'est pas facile. À quel moment il vient le double dans ta carrière? Il vient lorsque je décide de m'entraîner avec mon papa, alors qu'il avait toujours refusé, mais il m'a dit maintenant je suis à la retraite, je peux m'occuper de toi. Et qui me donne une trame. Il me dit voilà, si tu veux progresser, si tu veux vivre tes meilleures années, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Donc que tu sois plus créatif, redeviennes plus créatif, que tu joues vers l'avant, que tu montes souvent au filet. Et pour améliorer ton jeu vers l'avant, il faut que tu joues le double. Voilà. Okay. Et donc là, on est en fin 96, début 97. Ok. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ma vraie carrière commence. Je me régale, je gagne des gros titres en double et mes premiers titres en simple. C'est marrant parce que tu vois, moi je te vois toujours faire service volé, je te vois toujours faire énormément d'amortis. Ouais. Voilà, ce coup droit chopé dont tu es le seul à avoir le secret, on peut le dire. Je me demandais, il y a d'autres joueurs là, après toi, qui jouent à deux mains? Qui jouaient à deux mains des deux côtés? Non, il n'y en a plus là, à l'heure actuelle.
Je crois qu'il y a une ou deux joueuses, mais il n'y a plus de joueurs aujourd'hui. Ok. Et je suis pas sûr qu'on en voit On en d'autres. reverra. Je suis pas sûr parce que, enfin, il y a déjà une explication. C'est que moi, lorsque j'ai commencé le tennis, donc en 78-79, j'avais une raquette d'adulte parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de raquette de mini-tennis. Donc voilà, j'arrivais au niveau de la table. Et puis pour pouvoir frapper une balle, pour pouvoir soulever la raquette déjà, il fallait que je la prenne à deux mains parce que c'était pas possible autrement. Parce que j'étais un petit bonhomme. Tu faisais pas des pompes comme Nadal dès les Non. 5 ans. Et donc j'ai commencé à jouer à deux mains. Après, on a voulu me faire changer en me disant oui, mais si un jour tu veux être professionnel, il faut que tu joues à une main comme tout le monde. Bon, j'ai pas écouté parce que j'ai peut-être un peu de caractère aussi. Mais aujourd'hui, lorsqu'un gamin commence même à 3-4 ans avec une raquette qui est comme ça, il n'a aucune raison de la prendre à deux mains. Ouais, bien sûr. Et ensuite, sa raquette va grandir avec son développement physique. Mais pourtant, ouais, tu t'acquiers. Après, je sais pas comment étaient tes débuts, mais une finesse et une précision supérieure aux autres, quoi. Je pense que j'ai une bonne main, un toucher de balle plutôt supérieur à la moyenne. J'avais pas la puissance, j'avais pas l'envergure des grands, j'avais pas plein de lacunes dans mon jeu, mais j'avais une bonne main qui m'a sur laquelle j'ai construit ma carrière. Comment ça commence du coup pour revenir sur le double à ce moment-là, tu sais déjà avec qui tu as envie de jouer? Est-ce que c'est des choix du cœur? Est-ce que c'est des choix stratégiques? Est-ce que c'est des choix pour, je sais pas, les résultats, la finance, tu vois? Comment on cherche son premier partenaire de double? Bon, au départ, on cherche un copain. C'est mieux s'il est français, qu'on a l'habitude de jouer avec lui par exemple en équipe de France ou de s'entraîner avec lui. C'est toujours plus facile, plus agréable. On n'a pas besoin de jouer avec son meilleur ami. Mais c'est bien qu'il y ait des affinités, ça c'est la première chose. La deuxième, il faut une complémentarité sur le terrain parce que il faut que ça matche. Mes meilleures années en double, je les ai vécues avec Mika Laudra. Voilà, lui c'était un joueur très puissant avec un gros service. Donc en gros, moi j'étais là pour construire les points, lui était là pour les conclure. On était vraiment très complémentaires et c'est pour ça qu'on a gagné des gros titres. Comment elle se fait la rencontre d'ailleurs avec Mika? La toute première fois que vous vous voyez? Avec Mika, on a 12 ans d'écart. Je ne sais plus à quel moment je l'ai vu pour la première fois, mais je me souviens lorsqu'il est arrivé sur le circuit qu'il avait été sparring partner donc sur une rencontre de l'équipe de France. Ok. Et on avait discuté, on avait fait des matchs d'entraînement ensemble. Et voilà, et ça matchait vraiment parce que lui avait des vraies belles qualités de joueur de double. Et c'est toi qui lui propose Je crois que c'était son entraîneur à l'époque qui nous avait rapprochés. Parce que lui aussi avait le projet de grimper en double Oui. avec toutes ses qualités. De se servir du double pour devenir un meilleur joueur en simple. Ok. Ouais, c'était toujours ça quand même le but. C'était devenir un meilleur joueur en simple et pas uniquement triompher en double, quoi. Exactement. Il y a quelques joueurs qui, à 20-22 ans, décident de faire que du double. Et d'essayer de laisser le simple de côté, mais finalement c'est assez rare. On peut en vivre si on fait que du double? Aujourd'hui, les meilleurs joueurs de double vivent très bien du tennis. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a peut-être 30 dans le monde. Ouais, ok. C'est pas beaucoup. Voilà, si on prend les joueurs de simple et les joueurs de double, on est peut-être à un peu moins de 200 joueurs dans le monde. Est-ce qu'il y a quand même l'espoir de... Ça aurait été possible, tu vois, de devenir un numéro 1 mondial en double? Je crois qu'il y a les frères américains, comme Brian. Les frères Brian. Je sais pas combien d'années ils ont été numéro 1 et combien d'années ils ont surclassé le... Mais eux, ils faisaient que ça. Ils faisaient que du double. Alors eux, typiquement, ils ont choisi très jeunes de faire que du double. Ça leur a réussi. Ils s'entendaient très bien. Ils se connaissent depuis le plus jeune âge. Et ça leur a réussi. Alors que Bob, le gaucher, très puissant, avec un gros service, aurait pu faire carrière en simple, je pense. Okay. Mais ils ont décidé ensemble, voilà, on fait équipe, on monte presque une marque, parce que c'est vraiment les grosses stars du circuit de double. Et pas de raison d'avoir des regrets, car ils ont gagné énormément de tournois du Grand Chelem. Ils ont été numéro 1 mondial pendant très longtemps. Et aux États-Unis, ou même partout dans le monde, c'était les stars. Ouais, donc en plus, s'ils sont là, difficilement déboulonnables, bougeables, il n'y a presque pas d'espoir en fait. Finalement, quand on vient du simple, on peut les battre sur un match. Bien sûr, on peut. Avec Mika, on n'a jamais été en panique quand on les affrontait. On aimait bien jouer contre eux, d'ailleurs, on les a battus plusieurs fois. Mais de là à leur passer devant au classement, c'est quasiment impossible parce que nous, on jouait le simple et le double. Donc très souvent, sur des fins de journée,
on manquait d'énergie pour aller chercher des victoires. On se faisait piéger parce qu'on était tous les deux KO. Et puis on jouait 15-16 tournois dans l'année. Les Bryan en jouaient 20-25. Ils n'étaient jamais fatigués à cause d'un simple. Donc forcément, ça crée un décalage au niveau du classement. Ouais, bien sûr. Comment tu t'arbitres justement ta saison? Là, tu as mentionné peut-être de jouer 2 matchs par jour. Il y a les grands chelems, il y a les masters. Tu commences une saison, comme tu le dis, c'est un investissement. Donc j'imagine que s'inscrire en plus, tu vas sur un double. Il y a peut-être des tournois où tu peux durer longtemps alors que tu t'es fait sortir en simple, alors que ça peut, tu vois, être une meilleure manne financière. Enfin, tu vois, comment tu construis la saison de double par rapport au simple? D'un point de vue un peu logistique, stratégique, c'est facile? Sur le programme du double, uniquement. Ouais. En fait, nous, en double, on jouait que les gros tournois. En se disant, voilà, on va essayer d'aller chercher des grands chelems. Donc tu avais aussi du simple? Oui. Ok. On va essayer d'aller gagner des titres en grand chelem, en sachant qu'on joue aussi le simple sur ces tournois-là. Donc, ça veut dire que les journées étaient parfois très longues. Tu joues un match de simple en 5-7 qui dure 4 heures. Tu fais 1h30 de break, tu rejoins un double. Alors que les gars, pendant que tu jouais ton simple, ils étaient au vestiaire, tranquilles, en train de se préparer. C'est compliqué. Et des matchs, on en a perdu beaucoup pour cette raison-là. C'est qu'en fin de journée, on n'était pas... Moi, je rentrais sur le terrain, et c'était plus à cause de moi d'ailleurs qu'à cause de Mika. C'est comme j'avais 12 ans de plus que lui. Sur des fins de journée, quand je m'étais déjà envoyé 5 heures de sport, c'était difficile de... J'arrivais sur le terrain, il me restait, c'est comme le téléphone, j'avais 25% de batterie et les autres ils avaient rechargé à 100%, donc c'était un peu dur. Ouais, tu m'étonnes. Donc la stratégie c'était uniquement les gros tournois, ceux que vous faisiez aussi en simple. Ouais. Et on se débrouille pour gérer comment on peut. Ouais, et si on faisait un tournoi de niveau inférieur, c'était parce qu'il y avait c'était un retour à la compétition ou un changement de surface, un besoin d'enchaîner les matchs. Ok. T'as joué avec d'autres partenaires dans les moments où tu étais à votre prime avec Mika? Avec Mika, on jouait tout le temps ensemble. Après, j'ai joué aussi avec Olivier Delettre, un autre Français, qui en a fait demi à Wimbledon. Avec le Serbe Nenad Zimonjić. Je crois qu'on a fait finale à Wimbledon aussi. Non, j'ai eu pas mal de partenaires. Et puis j'ai joué un petit peu avec tous les Français. Ça, c'était sympa aussi. Est-ce que finalement les plus beaux souvenirs, c'est la Coupe Davis en double? Oui, ou c'est, clairement. Clairement, il n'y a pas d'équivalent. Je voulais t'amener quand même sur cette génération. Pour moi, vous êtes un peu un peu, je vais pas dire la génération dorée, mais vous avez hyper bien réussi en Coupe Davis. Il y avait une espèce de magie qui se passait, je trouvais. Alors une magie aussi qui a un peu desservi à certains moments. J'étais à Bercy contre la Russie les 3 jours. Les 3 jours, je pense que j'ai rarement autant pleuré que le dimanche. Nous aussi, hein. Nous aussi, c'était le dimanche soir, c'était horrible. C'est la finale la plus dure à perdre? Je pense que c'est peut-être le plus gros regret de ma carrière. Ouais, c'est clairement le plus gros regret. On est en finale de la Coupe Davis à Bercy devant 18 000 personnes. Polo mène 2-7-0, 5-4, 30A. Enfin, on est à 2 points, quoi. À 2 points, c'est rien, mais c'est beaucoup à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on dit à Polo quand on est le partenaire de double en fait, il n'y a pas vraiment de mots dans le vestiaire, quoi. C'est juste de le prendre dans ses bras, de le consoler, mais il n'y a même pas de mots qui vont le consoler. Il faut juste être là. Voilà. Ouais. Ça aurait pu être un plan dans l'équipe de te faire jouer sur le dernier simple? Bon, c'était plus un plan, c'était même un rêve pour moi de jouer. Alors, pas contre Youzhny, j'aurais adoré jouer Safin, qui était en grande forme à ce moment-là, mais. Qui gagne 2 points d'ailleurs, il gagne les 2 points. Il gagne les 2 points assez facilement, il gagne ces 2 simples. Mais j'avais un tel historique avec lui que j'aurais aimé avoir cette chance de l'affronter sans aucune certitude. Mais je crois qu'à l'époque, je l'avais gagné, je crois que je devais être à 5-0, quoi. Je crois que je n'avais jamais perdu sur lui. J'y ai pensé, tu vois. À l'époque, jeune, avec mon père, on aimait bien aussi regarder les matchs, les datas. Et on passait beaucoup de temps à faire ça avec les pros, puis même avec nous, les juniors, tu vois. Et on est, tu vois, finalement, avec le recul, on s'est toujours dit, stratégiquement, la Russie mérite sa victoire, parce que c'est eux qui tentent un coup sur le dernier match. Là où, peut-être, nous, les choix stratégiques étaient plus évidents ou un peu trop lisibles pour les adversaires, quoi. Peut-être. Mais bon, on parle de 2 petits points, quoi. C'est rien.
Ouais, bien sûr. Et j'ai même des images encore de cette fin de troisième manche. Et le moment où cette rencontre, où on aurait dû finalement soulever le trophée, et je vois ce match nous échapper, basculer pour le 4e set et le 5e, bref, l'horreur. Ouais. C'était dur sur la chaise. Sur la chaise, c'est dur parce qu'on est là, mais assez impuissant. Tu sais ce qu'on Et puis, oui, c'est ça, tu vois le match s'équilibrer, tu le vois basculer, et tu sens qu'au fil des minutes, que c'est pas perdu, mais ça sent pas bon. Ouais. Sur une note un peu plus positive, s'il y avait un match en double que tu rejoins, que tu retiens le plus en Coupe Davis, c'est en la finale de la Coupe Davis encore, l'année d'avant, en 2001, à Melbourne. À Melbourne, sur gazon. Sur gazon, je joue avec Cédric Pioline. Ouais. On bat en 4-7 Hewitt et Rafter, qui étaient 1 et 4 mondiaux en simple. Ouais. C'était surprenant de les voir en double d'ailleurs. C'était très surprenant. On ne s'attendait pas forcément à les affronter tous les deux, puisqu'il y avait aussi Todd Woodbridge en équipe australienne qui est numéro 1 mondial en double. Mais il y a eu une magie ce jour-là qui est difficile, qui est indescriptible dans le sens où tout d'abord l'Australie Melbourne est ma ville préférée au monde. Okay. J'adore cette ville. J'ai eu la chance d'aller plus de 30 fois en Australie pour les tournois, etc. Et le peuple australien est un peuple très respectueux, hyper sportif. Et même si ce jour-là, ils étaient à 200% pour Hewitt et Rafter, il y avait vraiment une atmosphère très saine, très respectueuse des Français. Et il y avait quand même une bande de tricolores en tribune, de peut-être 500 personnes qui avaient fait le déplacement. Mais c'était dingue. Beaucoup d'émotions. Ouais, je me souviens, il fallait se lever tôt pour aller voir ces matchs, mais ça avait été assez exceptionnel. Et c'est Julien Escudet qui donne le point de la victoire. C'est Scud qui gagne le 5e match contre Wayne Arthurs, l'Australien. Ouais. Comment on fait la fête après ça Je me souviens aussi de la fête. On oublie tout. Comment on fait la fête? On le fait. Ça célèbre comment? À quel point? C'est jusqu'au bout de la nuit avec tout le monde? Alors tout d'abord, avant d'aller faire la fête, on s'est réunis. Toute l'équipe s'est réunie dans une chambre. Je me souviens, on devait être, je sais pas combien on était, peut-être 15, 18 personnes, entre les joueurs, le staff, etc. Et chacun a pris la parole pendant 2-3 minutes pour expliquer ce qu'il avait vécu. Et là aussi, c'est un moment qui est inoubliable, indescriptible, parce que il y avait beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions et une analyse à chaud, alors qu'on était vraiment encore dans l'émotion, quelques heures à peine après la balle de match. Il y a eu des mots très forts des uns et des autres, des combats, des échanges, des conversations qui n'ont jamais quitté cette chambre. Et ça reste le moment le plus dingue de ma carrière. Une fois qu'on a ensuite pris la direction du restaurant et qu'on a commencé à faire la fête, là aussi c'était sympa. On compte pas le nombre de verres et ce qui s'est dit. Non, mais il fallait être fatigué pour bien dormir dans l'avion. Il y avait 12 heures. Vous en avez plus 24. Ouais, c'est ça. Okay. Vous repartiez le lendemain? On repartait le lendemain et on a eu la chance d'être accueillis par le président de la République, de remonter les champs, etc. C'était assez dingue, c'était fou. Ah ouais, j'imagine. Ma question, tu vois, encore une fois, c'est un peu sur le double pour comprendre un peu la psychologie. J'en ai fait pas mal, moi, tu vois, avec les matchs par équipe. J'étais plutôt pas mauvais. J'avais des retards de croissance. Donc, j'étais assez petit. Et pareil, j'étais avec un gros molosse gaucher qui servait des pralines. Et moi, j'étais plutôt, effectivement, celui qui essayait de mettre un peu de douceur et de toucher dans le jeu. Il y a... vous aviez des rituels ou des routines, un peu, je sais pas, des moments où vous parliez, où vous faisiez la stratégie. Toi, avec toute ton expérience, que tu aimais beaucoup les chiffres, tu aimais bien tout ça, tu vois, tu avais le temps aussi sur le double d'aller regarder un peu ce que faisaient les autres pairs et de guider un peu Mika, parce que, comme tu le dis, vous commencez, lui, il est très jeune, quoi. À chaque fois qu'on rentrait sur le terrain pour un double, on avait des informations sur nos adversaires, on savait à peu près quels étaient leurs points forts, leurs points faibles, lequel avait un grand service, lequel était plus solide à la volée, où il fallait servir plutôt le coup droit, le revers, le corps. Enfin, on avait toujours des infos. Et d'ailleurs, c'est très agréable quand on est joueur de tennis de se dire, bon, là j'ai un double,
on va préparer le match à 2. Et puis pendant le match, je vais pouvoir aussi échanger avec mon partenaire si ça va pas, parce que le tennis, c'est un sport individuel et en simple, on est vraiment en solo, quoi. Et tout se voit. Tout se voit, on peut pas se cacher, on peut pas être remplacé comme dans un match de foot. Quand on joue bien, ça se voit. Quand on joue mal, c'est la même chose. Ouais, puis Mika, j'imagine, il amène beaucoup de sourire, de spontanéité aussi dans sa façon d'être, quoi. Beaucoup de folie, surtout. Ouais. C'est vrai, c'est plus de la folie, ouais, tu veux dire? Ouais, et surtout lorsqu'on a gagné notre premier tournoi du Grand Chelem, il va avoir 21 ans. Donc il était tout fou. C'est un peu calmé depuis. Ouais. Vous avez joué combien de temps au final ensemble? Je sais pas, peut-être 3 ans. Ouais. Ouais, ça passe vite, hein. 3-4 ans. On a l'impression de vous voir très souvent jouer ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que ça passe Mais c'était 3-4 très belles années, avec des beaux parcours en Grand Chelem, le victoire au Masters, la Coupe Davis, plein de belles choses. Je voulais parler rapidement de ce match le plus long de Roland Garros. Ouais. J'imagine que beaucoup t'en reparlent. D'ailleurs, c'est ma première question. Tiens. Est-ce que c'est pas un des sujets sur lesquels on t'a le plus rabâché de ce record de ce match de Roland Garros contre Arnaud Clément, le plus long, 6h33, je crois, j'ai noté. Ouais, 6h33, ouais. 16-14 au dernier set. C'est un des sujets qui ressort quand on me parle tennis. Mais le numéro 1, c'est Marat Safin. C'est vrai? Ah oui. Okay. Quand on m'arrête dans la rue, tout ça, c'est Marat. Ouais, mais il y a eu 2-3 matchs. À Roland, tu le joues qu'une fois, je crois. À Roland, je le joue en 2001. Ouais. Mais après, on me parle aussi du match contre Arnaud parce qu'il était interminable. On l'a joué sur deux jours. J'aurais pu gagner en 3-7, puis il est revenu, etc. Enfin, après, il doit gagner au 5e. Finalement, c'est moi qui... Enfin, il y a eu beaucoup d'émotions, d'incertitudes jusqu'à la balle de match, parce que finalement, ça se termine 16-14 au 5e. 6h33, c'est long. Ouais. Il y a eu combien de balles de match avant? Je crois que lui en a eu 2. Et on ne voit pas souvent pleurer sur un court. Et là, à la fin, les larmes sont sorties. Là, j'étais vidé. J'étais allé au bout du bout de mon effort physique et mental. Voilà. C'est dur à gérer mentalement? Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu ces larmes à la fin, parce que j'avais besoin de... Enfin, j'avais plus d'énergie, en fait. J'étais complètement vidé, et ça faisait déjà des dizaines de minutes que je me disais, allez, tu joues un point, t'as mal partout, tu souffres, c'est dur, mais joue encore un point, puis encore un point, puis encore un point. Et j'avais une vision très court terme du match. Je pouvais pas me voir trop loin, parce que je me disais, oula, si j'avais regardé à 3-4 jeux, je me serais dit, je vais pas y arriver, je vais tomber avant. Ouais. Parce que le match, il s'arrête la veille au soir à 5-4 dans le 5e, il me semble. Ouais, ou 5-5, je crois. 5-5. Au bout de 4h55. 4h55, c'est très très long, donc j'étais vraiment exténué, et je me souviens d'ailleurs que ce soir-là, on m'a dit, tiens, si tu veux récupérer quand tu arrives à l'hôtel, après avoir fait déjà le vélo, le massage, le bon dîner pour récupérer, on m'a dit, écoute, tu te fais couler un bain en arrivant à l'hôtel et tu te laisses aller, pendant 10-15 minutes, tu te détends dans ton bain. Je fais couler le bain, et puis... Et malheureusement, j'arrivais pas à lever les jambes pour aller dans la baignoire, donc j'ai pris une douche. C'est la petite anecdote, effectivement. Ouais. J'imagine que les jambes étaient bien raides. C'était dur à gérer le public. J'ai lu, tu vois, un peu dans les médias qu'il y avait une petite tension aussi. Il y avait une tension avec Arnaud à l'époque. Humaine, tu vois, à l'époque. Ouais, c'est dur à gérer tous ces paramètres. Ça fait partie du parcours. En fait... Si tu regardes le tennis de haut niveau dans sa globalité, tu vis un peu tout style d'émotion. Il y a des moments où tout est adulé sur le central de Roland Garros, et c'est très agréable, mais tellement excessif. À d'autres moments, tu te fais huer, tu te prends des canettes dans la figure en Amérique du Sud. Tu te prépares un peu à ça, mais c'est quand même un brin excessif aussi. Et puis, tu affrontes à un moment donné un ami, donc c'est une particularité où tu ne sais pas trop comment gérer, parce qu'il faut avoir... vraiment aller à la baston contre un ami, c'est compliqué, et puis parfois, là en l'occurrence avec Arnaud, on était un petit peu fâchés, donc il y avait cette tension, etc. En fait, on vit un peu tout type de
de situations durant une carrière. Mais j'ai beaucoup de respect pour Arnaud, c'est un chouette gars. Ouais, vous êtes restés tous les deux hyper professionnels, quoi. Ouais, très pro. Et puis voilà, après j'ai pas du tout envie. Enfin, quand on se croise, on parle pas du tout de ça. Et je crois que ni lui ni moi n'en avons envie. Et puis, on peut être des super partenaires d'équipe de France et pas se faire des dîners tous les vendredis, tu vois. C'est normal, ça fait partie du jeu. Ouais. Le lendemain, tu arrives à gagner quand même. Tu regagnes en 5-7. Tu es à nouveau sur le Langlaine ou non? Non, le lendemain, je suis sur le central. Tu es sur le central? Et je gagne en 5-7 sur un géorgien et je rejoue encore 3h30, un truc comme ça. Et je sais pas où je trouve les ressources. Mais je gagne, je me qualifie pour le 3e tour. Ouais. En revanche, le surlendemain pour mon 3e match, je ne peux plus marcher. J'y vais parce que c'est Roland Garros. Ouais. J'y vais parce que c'est inconcevable pour moi d'avoir fait 10 heures d'effort pour ne même pas avoir failli crever 3 fois pour ne pas aller sur le terrain lors du 3e tour. Mais bon, j'y vais en sachant très bien que je ne suis pas du tout en état de défendre mes chances. Ouais. C'est quoi les blessures ou les fatigues un peu récurrentes que tu as pu avoir, toi je me demandais, tiens d'ailleurs, est-ce que main gauche, tu as eu des petites douleurs, tu vois, ou pas c'était quoi tu as eu des petits pépins physiques qui ont duré un petit peu longtemps? J'ai eu plus d'accidents que de blessures. Ok. Ouais, je me suis cassé ce pouce en tombant sur un court. Je me suis cassé le poignet gauche en reculant pour frapper un revers. J'ai tapé le dos du juge de ligne. Donc je me suis brisé le poignet. Ce sont mes 2 gros accidents. Après, je dois dire que j'ai été assez épargné de blessures importantes. Parce que je pense que ça vient un peu c'est un peu dans mes gènes. Et voilà, mon père était très robuste et ça vient de mon organisme. Et puis, j'avais aussi une discipline, une rigueur de vie qui était assez... je ne me faisais pas de cadeaux. Hein. Ah ouais? Ouais, je faisais très, très attention à tout. Donc déjà, j'ai découvert l'alcool après ma carrière. Maintenant, je prends un peu de vin de temps en temps, mais en carrière, mais rien, aucun écart. Ouais, tu ne buvais pas, même après les grandes victoires? Non, mais si 2-3 cas isolés, mais de manière générale, je ne buvais jamais, à part pour fêter de très belles victoires. Je faisais attention à ce que je mangeais, je calculais mes heures de sommeil tous les soirs, parce que je voulais dormir 9 heures. Donc je me disais, ok, je me couche à 11 heures, ça va, donc je me réveille à 8 heures. Je me couche à 10 heures, ok, je me réveille à 7 heures. Si tu n'avais pas de réveil, tu ne te réveillais pas? Non, mais c'était 9 heures de sommeil tout le temps. Et quand j'avais 18-19 ans, déjà, je pesais mes aliments à la maison pour avoir une nourriture hyper saine. C'était un peu excessif, mais j'avais très envie de réussir et voilà. Donc je ne me faisais pas de cadeaux. Mais tu faisais quoi quand même dans les moments où tu avais besoin de relâcher le cerveau? C'était quoi les petits moments de folie pour oublier un petit peu le tennis? Certains font de la musique, de la peinture ou je sais pas quoi. Toi, c'était quoi? Moi, c'était plutôt le sport automobile. J'allais parfois sur les circuits et je roulais, je faisais du kart. Ok. Ouais, j'ai grandi dans le sud de la France, pas très loin du circuit du Castellet. Donc, j'allais là-bas, je roulais. J'ai eu 2-3 expériences avec Formule Renault. J'en garde de très bons souvenirs. C'est quoi la voiture la plus rapide que tu as conduite? Là, une Formule Renault sur circuit. Canon. Ouais, c'est trop bien. D'être dans un baquet, c'est une aventure vraiment sympa à vivre. Je suis monté dans un simulateur, mais pas encore dans une vraie voiture. Ouais, c'est assez impressionnant. Le simulateur, ça bouge énormément. Ça reproduit pas très très bien. J'imagine que ça reproduit le mieux possible, mais c'est difficile d'avoir la vraie sensation, je trouve. Mais c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant le contenu dans cette voiture. Ouais, franchement, j'ai adoré ces moments. Et sinon, quand je rentrais de tournoi, il y avait le relais de la vie familiale aussi. Il faut essayer d'être présent le plus possible, puisque ma fille est née en 2001, donc j'étais vraiment en pleine carrière. Il fallait prendre le relais sur la vie de famille et puis mettre un peu à disposition de la famille, parce que quand on est absent très souvent, il faut essayer de compenser lorsqu'on rentre à la maison. Il faut essayer de rattraper ce temps. Alors moi je pense que le temps ne se rattrape pas, le temps passe, le temps file extrêmement vite. mais dans ces moments-là, j'essayais de libérer du temps à ma compagne de l'époque pour qu'elle puisse faire des choses qu'elle n'avait pas le temps de faire lorsque j'étais en tournoi.
Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, dans tes idées quand tout s'arrête? Alors toi, tu avais bien préparé ton après-carrière, tu t'en as parlé un tout petit peu au début de l'interview. Tout s'arrête, il n'y a plus de programme assez rapidement, ou tu avais tout de suite rembrayé sur quelque chose? Quelle a été un peu ta stratégie? Parce que j'imagine que quand tu joues quasiment un match par jour, que tu es dans les trains, enfin dans les trains, dans les avions, dans les hôtels tous les jours, ça occupe, ça prend beaucoup de place dans le vide. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que c'est terminé? Est-ce qu'il y a un petit peu de spleen? Alors moi, je ne l'ai pas eu. J'étais juste curieux de voir ce qui allait se passer, en fait. Je me suis dit, c'est quand même un grand saut dans le vide. Je me dis, voilà, j'avais 37 ans. Je me suis dit, je joue au tennis depuis l'âge de 6-7 ans. Je fais 21 ans de carrière. J'ai connu que ça. À quoi ressemblera ma vie quand demain matin, je vais me réveiller, je vais prendre une douche, et au lieu de mettre un short, je vais mettre un jean. Et puis ma valise, au lieu de l'avoir dans le salon ou dans ma chambre, elle va partir à la cave, elle va y rester un bon moment, parce que je ne veux plus voyager. Donc il y a eu ce changement qui est très très important. Ensuite, comme beaucoup de sportifs, on s'interroge. Est-ce qu'on va penser à moi pour des projets? Est-ce que je vais tomber aux oubliettes? Est-ce que mon téléphone va sonner? Est-ce que je vais jouer des exhibitions? Qu'est-ce que je vais aimer? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je travaille tout de suite? Est-ce que je me donne quelques mois ou quelques années avant de repartir? Il y a plein de questions et finalement, les choses se sont mises en place assez naturellement. Je savais que je travaillerais moi dans les médias. Ouais, ça te tentait, ouais, ça me tentait vraiment de partager mon expérience, comme je suis vraiment dans l'analyse et j'adore regarder des matchs en me mettant à la place un peu des joueurs, dire voilà, si moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. Et donc cette expérience, je voulais la partager avec le public. Donc naturellement, j'ai commencé à commenter des matchs. Beansport m'a fait confiance de la création de la chaîne en mai ou juin 2012 jusqu'à aujourd'hui, puisque là, dans quelques heures, je serai à nouveau à l'antenne. Ouais, ça se passe plutôt bien, du coup, J'adore, on est une super équipe, petite cellule, excellente ambiance, on travaille bien, les retours sont bons, et je crois que les gens qui m'écoutent sentent que j'aime ce que je fais. T'as pas eu la tentation de devenir entraîneur? J'ai été entraîneur quelques années, notamment avec Pierre-Hugues Herbert. Ok, ouais, je savais pas. J'ai adoré entraîner. Ça fait partie des plus belles choses que j'ai vécues depuis ma fin de carrière. Mais malheureusement, entraîner, c'est être dans la roue du joueur. Donc c'est la valise, les hôtels, les taxis, les avions, les trains. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, j'en veux plus parce que le temps passe. Ok, ouais. Toi qui vois beaucoup de matchs, comment tu vois un peu l'évolution du tennis, tu vois, dans les prochaines années? Il y a eu je sais pas, 15 ans écrasés avec 3 joueurs absolument exceptionnels. Un troisième qui veut pas lâcher les places, mais qui va sûrement encore rester quelques saisons. Mais tu penses qu'on va retrouver, tu vois, autant de panache, autant de ferveur aussi qu'il y a pu en avoir, et un tel niveau de jeu, des tels affrontements Je pense que c'est toujours très difficile de comparer les époques. Ouais. Parce qu'on a été gâtés depuis un demi-siècle. Ouais, et Rosewall Lever, et puis les Borg, McEnroe, Connors, et puis Becker, Lindell, Edberg, et puis Agassi, Sampras. Quand Agassi et Sampras ont arrêté, on s'est dit mais c'est le tennis est mort. Agassi et Sampras arrêtent, le tennis ne va pas s'en remettre. Quand même Federer, Nadal et Djokovic qui ont débarqué quelques années plus tard et qui sont devenus les 3 plus gros palmarès de l'histoire du jeu. Donc je me rends compte que même si parfois il y a une certaine inquiétude, le tennis arrive à s'en remet toujours. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je vibre autant que par le passé, parce que ces 3 immenses champions, non seulement ils ont le plus beau palmarès, mais j'ai joué les 3, je les connais, je les ai fréquentés. Ça a été une chance et une malchance. Une chance d'avoir été confronté à eux, d'avoir partagé le vestiaire et le court avec eux, mais une malchance parce que forcément, il y a plein de joueurs de cette génération qui auraient préféré jouer à une autre époque. Et aujourd'hui, quand on voit Sinner, Alcaraz, moi je me dis que le niveau de jeu est stratosphérique, ça joue hyper bien. Après, est-ce que les émotions sont les mêmes? Est-ce que le téléspectateur ou le spectateur ressent la même chose? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais depuis toujours, il y a
il y a des nostalgiques. Même quand il y avait Federer, Nadal, Djokovic, il y en a qui parlaient d'Agassi Sampras ou de Borg McEnroe, parce qu'il y a toujours un gars qui va parler du service volé d'Edberg qui était magique, où il y en a l'impression qu'il touchait pas le sol. Donc voilà, moi je passe beaucoup de temps à commenter du tennis. Je me régale quand je les vois jouer, parce que le niveau de jeu est vraiment très impressionnant. Il me manque un brin d'émotion aujourd'hui que j'ai perdu ces dernières années. Mais je crois que le tennis a cette particularité aussi, c'est que quand on regarde un match, finalement c'est assez subjectif. Il y en a qui vont dire oui, mais Alcaraz il est meilleur que Federer, d'autres qui vont dire non mais... Et en fait, à chacun de se faire sa propre opinion. C'est pas un 100 mètres où il y a un chrono. Bien sûr. On ne peut pas dire que celui qui court en 10-20 court plus vite que celui qui court en 9-8. Non, c'est pas possible en fait. Il y en a un qui est arrivé avant, donc il va plus vite. Et le tennis, c'est beaucoup plus subjectif. Bien donc sûr. Chacun trouve sa place. Et il faut, vas-y, fais un sondage. Ouais. Merci de partager ça. Il y a aussi beaucoup le débat de savoir est-ce que le tennis doit un peu se renouveler, tu vois, dans son format qui est long. On a parlé tu vois, des matchs très longs que tu as pu faire, toi, de ces finales de Coupe Davis interminables. Moi, j'y allais, c'était en quoi, 2002 J'avais 12 ans, tu vois. Donc, je sais que voilà, j'ai passé 7 heures le vendredi, 4 heures le samedi et à nouveau 7 heures le dimanche. Pour moi, c'était ma passion et j'étais content d'être là, tu vois. Et j'ai l'impression que peut-être avec les nouvelles générations, les nouveaux formats, ça devient de plus en plus compliqué et qu'il y a peut-être besoin d'un nouvel élan. Toi, tu penses que c'est une bonne idée de tester ces nouveaux formats? Ça doit venir accompagner, ça doit remplacer? C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça? Moi, je pense que le monde change. Aujourd'hui, on doit trouver le format idéal pour la nouvelle génération, qui est vraiment dans la consommation. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à rester concentrés sur une même chose pendant longtemps. Et quel que soit le secteur, aujourd'hui, on est sur 1h30, 2 heures maximum. Que ça soit un match de tennis, un concert, un film, on n'a pas envie que ça dure 5 heures. Ouais. Moi, le tennis, on peut en parler, on reviendra après. Moi, il y a quelques jours, je suis allé voir un concert, je me suis régalé, ça dure 1h45, j'avais pas envie que ça dure 4 heures. Quand je vais au ciné, je vais voir un film, il dure 2 heures, 1h30. Si j'ai vu un bon film, d'1h30, je suis content de rentrer chez moi. Et donc, je pense qu'il faut repenser le format du tennis, où, comme tu l'as dit, en 2002, tu as fait 7 heures, 4 heures, 7 heures. C'est bien, mais c'est beaucoup trop long, ça va pas. Puis c'est compliqué à programmer pour les télévisions. Moi, j'ai plein de gens qui viennent à Roland-Garros, des amis, et ils me disent oui, j'ai vu le 2e et le 3e set. J'ai vu la fin de match de... Mais en fait, il ne reste plus les gens en tribune sur un match. Ouais, bien sûr. Parce que quand tu prends des places pour Roland-Garros et que tu sais que ça se joue en 5-7, ça va durer 4 heures, mais sur ces 4 heures, tu as envie d'aller t'acheter une casquette, tu as envie d'aller déjeuner, tu dois aller aux toilettes, tu reviens, tu prends des photos du stade, et puis tu as 2 heures de match, tu as envie, mais tu n'as pas envie de rester plus que ça. Donc, pour moi, il faut revoir le format sur les tournois du Grand Chelem. Ensuite, est-ce que l'on doit garder la finale du Grand Chelem en 5-7? Là-dessus, je m'interroge, et c'est peut-être bien de garder le dernier match de la quinzaine, vraiment, où on remplit le stade, les joueurs rentrent sur le terrain à 15h, à 14h50, le central est plein, parce que tous les gens sont assis et attendent les deux stars. Tout le monde est en place, on sait que c'est la finale, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, et là, on peut se permettre de faire un show un peu plus long. Mais pour le reste, pour moi, 3-7 suffirait. Ok, ouais. Très intéressant. Et la Coupe Davis, qui a changé de nom ou qui a rechangé de format. La Coupe Davis a été massacrée en 2019. Massacrée. Et ça m'a fait vraiment... ça m'a brisé le cœur parce qu'à chaque fois qu'on me parle de ma carrière, je pense à ces émotions vécues en Coupe Davis, qui représentent, une fois encore, mes meilleurs souvenirs. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Elle se joue sur une semaine, c'est ça? Ou sur un week-end? Alors aujourd'hui, je suis même incapable d'expliquer le format tellement il est compliqué. Il y a eu des qualifications là, en février où la France a battu le Brésil à Orléans. J'y étais. Il y aura d'autres phases de poules en septembre prochain qui se joueront dans 3-4 pays.
Okay. Et les qualifiés de cette deuxième phase de poule. Non, c'est pas une phase de poule d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Cette année, on va jouer en septembre. On va jouer en Croatie. On va jouer en Croatie. Et si on bat la Croatie, on sera donc qualifié pour la phase finale qui aura lieu en Espagne en novembre. D'accord, ok. C'est-à-dire que même moi, là, donc c'est complètement décousu et c'est plus un tournoi classique. Non, alors qu'à l'époque, c'était génial. On recevait. Voilà. Je pense qu'il fallait le faire évoluer. Pourquoi la décision elle a été prise comme ça? Parce que des joueurs faisaient l'impasse, parce que ça se jouait sur 3 jours. Tous les matchs se déroulaient en 5-7. Donc c'était une charge beaucoup trop lourde pour les joueurs dans le planning annuel. Dans le calendrier, il n'y avait plus de place pour une compétition aussi éprouvante. Donc il fallait, au lieu de la jouer sur 3 jours, il fallait la jouer sur 5 jours. Au lieu de la jouer sur 3 jours, il fallait la jouer sur 2 jours. Au lieu de disputer des matchs en 5-7, il fallait faire des matchs en 3-7. Mais il fallait surtout pas toucher à l'essence même de cette compétition, à savoir qu'on joue, on joue à la maison ou à l'extérieur. Voilà, il y a les locaux et les visiteurs, et ça on touche pas. Je suis assez d'accord, ouais. C'était assez unique au tennis, quoi, finalement, d'avoir un peu cette émotion sur un sport très individuel ou d'avoir effectivement un peu cette ferveur du public, quoi. Et je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais les nations typiquement peut-être comme la Suisse ou qui n'ont pas de grand chelem à la maison, ni de Master 1000, de ne pas avoir un gros tournoi ou cette ambiance de tournoi un peu folle, je pense que ça doit leur manquer, quoi. Ouais, d'autant plus qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui ont des grands chelems ou des 1000. Hein. Je veux dire, il y a plein de joueurs, enfin de pays qui rêveraient d'avoir ces tournois majeurs, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. J'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Pour moi, effectivement, tu es la génération dorée du tennis français, avec plein de joueurs qui m'ont fait rêver. Alors forcément, je suis hyper biaisé, parce que c'est le moment où je jouais, c'est le moment où je suivais, j'étais à fond. Il y a eu pas mal de victoires de Coupe Davis. La France a regagné des Coupes Davis, bien sûr, après. Mais bon, il y a quand même l'impression que depuis quelques saisons, le sujet un peu du niveau du tennis français revient un peu sur le devant de la scène. Alors, j'ai aussi l'impression qu'il y a 20 ans, même peut-être plus, il y avait aussi ce sujet-là à la télé. On disait aussi, les Français vont pas jusqu'en demi à Roland, on n'est pas capable de battre Roger Federer, Nadal et compagnie. Il y a toujours eu un espèce de, je vais pas dire une critique journalistique, mais en tout cas un sentiment de on peut mieux. Et pourtant, quand on regarde dans les stats, on est le pays qui a le plus de joueurs dans le top 100, je crois. Il y a vraiment un noyau de joueurs très important dans le top 100. On a eu un passage à vide chez les garçons entre 2019, 2023, plus ou moins. Aujourd'hui, on a vraiment de très bons joueurs qui sont venus. Qui sont on en a 3 en gros dans le top 30. Je ne serais pas surpris qu'on en ait je pense qu'on pourrait en avoir 1 ou 2 dans le top 10 à la fin de l'année. En tout cas, 1, ça serait déjà génial. Il y a d'autres jeunes joueurs qui ont 15, 16, 17 ans et qui sont également très prometteurs, et j'attends de les voir arriver sur le circuit. Où c'est plus difficile, c'est chez les filles. Où là, il y a vraiment, on est dans le creux de la vague, et il faut qu'on arrive à former de jeunes joueuses qui pourront atteindre l'élite. Qu'est-ce qui fait que il y a plusieurs années de vide? C'est quoi? C'est je sais pas, c'est des choix au niveau de la Fédé, c'est des erreurs générationnelles, une génération qui n'a pas été inspirée, tu vois. Je sais que tu vois, sur des sports beaucoup plus cachés ou un peu moins visibles, tu vois, typiquement un Léon Marchand, c'est plus 50% d'inscription dans les piscines. Il y a des phénomènes qui sont assez dingues. Je regardais le squash là récemment. Il y a un joueur de squash égyptien qui, il y a 15 ans, est rentré dans le top 10 mondial, tu vois. Okay. Donc, alors qu'il y a énormément plutôt des joueurs européens et américains. Et depuis, je crois que c'est un peu plus vieux, il y a 20 ans. Et là, en fait, quand tu regardes aujourd'hui dans le squash féminin et masculin, le top 10, il y a un nombre de joueurs égyptiens qui est exceptionnel, quoi. Et c'est devenu la capitale mondiale du squash, le Caire. Ah oui. Tout ça parce qu'il y a eu un joueur qui a fait un peu rayonner, quoi. Du coup, ouais, toi, c'est quoi un peu peut-être tes explications, si on doit regarder a posteriori sur ce qui aurait pu être mieux fait ou ce qu'on devrait mieux faire dans le futur pour éviter un peu des trous générationnels de niveau dans le tennis?
Tout d'abord, on a la chance d'être dans un pays où la fédération a d'énormes ressources, avec le tournoi de Roland-Garros qui brasse beaucoup d'argent et des bénéfices extrêmement importants. Je crois que c'est la deuxième plus grosse fédération après le foot. Je crois aussi, oui. Et puis le tournoi de Roland-Garros, économiquement, il ne peut rien lui arriver. C'est le rendez-vous annuel, c'est plus de 400 millions de chiffres d'affaires, diffusés dans 180 pays environ, des droits télé énormes, le sponsoring, le marketing, enfin le merchandising, puis tous les joueurs veulent forcément le disputer, puisque c'est un des 4 majeurs. C'est pas normal qu'à un moment donné on ait eu un trou. Alors oui, on peut dire c'est générationnel, mais c'est pas le meilleur moyen de se mettre en question. Le meilleur moyen de se mettre en question, c'est pourquoi on a eu un trou, à quel moment on a commis des erreurs. Dans un pays où il y a de grosses ressources économiques, où il y a des terrains de tennis dans n'importe quel village de France, où il y a des gamins qui pratiquent ce sport dans des écoles de tennis un peu partout sur le territoire, c'est pas normal qu'à un moment donné on ait un trou comme celui-ci. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui chez les filles, on doit vite faire le nécessaire pour retrouver une fille dans le top 20 ou le top 10. On a trop de ressources pour ne pas parvenir à former une joueuse. Okay. Tu ferais quoi, toi? C'est quoi les points d'amélioration que tu aimerais bien voir mis en place? Moi, je trouve que la fédération est souvent un petit peu attachée ou accrochée à ses bases, à son fonctionnement depuis très longtemps, avec un fonctionnement en interne qui est un peu trop fermé. S'ouvrir sur l'extérieur me semble être une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers des gens différents. Il commence à le faire là, puisque maintenant le directeur du haut niveau est un Croate, Ivan Lubicic, qui est l'ancien très bon joueur. Et donc pour moi, c'est le début d'une ouverture qui est très positive pour la Fédération française de tennis. Mais il ne faut pas croire que pendant trop longtemps, la Fédération a pensé que on va prendre des gens qui rentrent dans le cadre, qui vont tous dire la même chose, hyper formaté FFT. Moi, je pense qu'il faut aller écouter aussi des joueurs, notamment d'anciens champions, qui a un parcours différent, une mentalité différente, et qui peuvent apporter des choses qui n'ont pas, ou alors en tous les cas amener la fédération sur des terrains qui n'ont pas été encore exploités. Voilà. Donc moi c'est un déjeuner d'ailleurs que j'ai eu aujourd'hui à la fédération, on a parlé de ça, et je leur ai dit allez, c'est bien d'écouter des gens qui rentrent dans votre cadre, mais allez écouter un peu ceux qui sortent du cadre aussi. Donc de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Et toujours des bonnes informations à aller chercher chez des gens différents. Ok. Mais la différence dérange. Ouais, bien sûr. Ouais, mais... C'est toujours difficile de se remettre en question, c'est toujours difficile d'aller chercher ce que font bien les autres. Et effectivement, tu vois, il y a quand aussi un navire, un paquebot qui avance bien comme il faut, c'est difficile de le faire tourner et il y a de l'inertie, quoi. C'est sûr. Il y a toujours autant d'adhérents dans les fédés et c'est pas inquiété à ce niveau-là. Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, les chiffres sont fusionnés avec le padel. Donc c'est très difficile de savoir précisément combien de licenciés tennis, puisqu'il y a une licence raquette. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout aller contre le développement du padel, parce qu'il y a c'est un vrai phénomène économique aujourd'hui. Tout le monde en parle. Tous mes copains pratiquent ce sport, des copines, j'ai même des amis IES qui n'avaient jamais pratiqué un sport de raquette et qui jouent au padel parce que c'est très accessible, très, très facile d'échanger des balles avec une copine sur un cours de padel, alors que sur un cours de tennis, elle ne les échangerait pas, elle les ramasserait. Parce que c'est beaucoup plus difficile de faire des échanges au tennis. Donc il ne faut pas aller contre le développement du padel. Moi, je suis je suis pour la construction de nouveaux terrains. Allez, des centaines, des milliers de terrains de padel, oui, mais pas au détriment des cours de tennis. Construisez des cours de padel, mais ne détruisez pas des cours de tennis. Voilà, c'est tout ce que je demande à la fédération aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui ont été en plus vendus déjà dans un premier temps pour faire des terrains de foot en salle. Oui. Et maintenant, pour faire des terrains de padel. Parce que dans un club de tennis privé, aujourd'hui, le business model est beaucoup plus rentable s'il supprime 3 cours de tennis pour mettre 5 cours de padel. Donc forcément, des clubs s'interrogent, et quand on est privé et qu'on a besoin de gagner sa vie, naturellement, on enlève, on supprime des cours de tennis. Ouais.
Toi, tu joues un peu au paddle? Je joue de temps en temps parce que beaucoup d'amis, même beaucoup de copains veulent jouer au padel et jouent moins au tennis. C'est chouette, je prends beaucoup de plaisir. Je préfère largement le tennis. mais je me régale. Ouais, on voit beaucoup d'anciens joueurs s'y mettre quand même malgré tout. Et d'anciens sportifs surtout, hein, au sens large, beaucoup de rugbyman, de footballeurs qui jouent au padel et qui jouent même de manière très régulière parce que très vite on s'amuse. Ouais, bien sûr. Moi je dis souvent, je prends cette image, au padel, au bout de 5 minutes on peut faire un match, alors qu'au tennis, les 3 premières années vous ramassez les balles. Ah ouais, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a très vite du plaisir, très vite de la sensation de bien jouer et de commencer à construire un petit peu des points, donc ça marche très bien, quoi. Puis au padel, quand la balle tape la vitre, vous avez une deuxième chance, elle revient. Ouais, alors qu'au tennis, quand elle est passée, elle revient pas. Ça c'est sûr. Non, et puis le court est un peu plus petit, donc il y a plus facile de se repérer dans l'espace. Enfin, il y a plein de petites choses. Plus petit, ça se joue à 4. Au tennis, voilà, souvent à 2. Ce ne sont pas les mêmes courses. Moi, aujourd'hui, si je veux jouer sérieusement au tennis, j'ai un risque de blessure plus. Parce que partir d'un coin à l'autre du terrain, faire une course de 10 mètres pour tirer un passing en bout de course, j'ai de bonnes chances d'y laisser un ischio ou un mollet, quoi. Ça, c'est sûr. Au padel, je fais des fentes à droite, fentes à gauche, des cours de 2 mètres, 3 mètres. Le risque de blessure est moindre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, hein. Encore une fois, j'ai plein de copains qui ont des problèmes de genoux, de poignets, d'épaules, de coudes. Moi, il y a un petit côté, c'est un petit peu moins exigeant. Mais échauffez-vous quand même. Oui, c'est important. Une cheville, ça tourne vite. Un ischio, ça chauffe vite aussi. Un adducteur. Donc, moi, je vois tous mes copains là, entrepreneurs, ils jettent direct sur le court. Je dis, oh là là, les gars, moi, 10 minutes de mobilité au moins avant de jouer, quoi. T'en faisais beaucoup de la mobilité en tant que joueur? Ouais. L'échauffement avant d'entrer sur le terrain était très important. Bon, on fait entre 20 et 30 minutes tout le temps. On pédale 10 minutes pour faire tourner un peu la machine. Et puis après, on s'étire, un peu de mobilité, un peu de saut à la corde, un peu d'élastique pour le haut du corps avant de frapper les premières balles. Moi, j'ai mon kiné qui me dit, dès qu'il me voit torse nu, il me dit je vois que j'ai un tennisman. Ah, vous êtes un peu tordu? Je suis complètement tordu, j'ai une épaule plus haute que l'autre. Ouais, bon, classique. Et un bras plus développé que l'autre aussi? Ouais, bien sûr. Tout le bras, la cage thoracique. Ouais. Même le pec, tout. Et j'ai beau essayer de compenser, impossible à rattraper. Toi, t'as réussi à la rattraper un peu? Avec moi, moi, je joue à 2 mains. Ouais, mais t'as pas un côté qui s'est... J'ai la raquette devant, j'ai les 2 épaules tout le temps au même niveau, et je joue comme ça. Il n'y a pas un côté qui s'est... Non, parce que vraiment, je joue à 2 mains des 2 côtés, donc je suis un des rares joueurs à avoir les 2 épaules à peu près à la même hauteur, et 2 bras qui sont... qui étaient, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de muscles, mais à l'époque, qui étaient aussi musclés l'un que l'autre. Ton kiné, il hallucine pas, quoi. Non, ça va. Même au niveau du dos, j'ai pas eu de problème, parce que mon dos est équilibré. Mais quand à un moment donné, on voit un joueur de tennis qui est comme ça... il y en a, hein. Ouais, il y en a plein. Ou qui a un bras qui fait 2 fois... qui est 2 fois plus gros que l'autre. C'est pas bon. Et puis on sollicite énormément notre organisme. Aujourd'hui, tous les joueurs du monde sont capables de servir à 200, 220, 230 km/h. Je veux dire, notre épaule est faite pour attraper la tasse, pour conduire, pour manger, mais c'est pas fait pour propulser une balle à 230 km/h. On n'est pas je veux dire, l'organisme n'est pas fait pour ça. Ouais, c'est sûr. Moi, là où je le vois plus, c'est quand je fais de la souplesse, tu vois, pour essayer de me mettre ma main dans le dos là. Ouais. Impossible de la remonter, quoi. Alors que de l'autre côté, je peux me toucher mes omoplates très facilement, quoi. Donc, et comme ça, tu touches les 2 mains, quoi. Non, impossible. Moi, c'est pareil, je touche. D'un côté, je peux, tu vois. Côté service, je peux. Mais alors là, je suis très loin. Il faut faire la natation. Je crois que les nageurs sont bons à ça. Ouais, j'ai piqué toutes les astuces de mobilité de Fred Bousquet et de Florent Manodou, là. Ok. Mais après 2-3 ans, ça n'y fait rien encore, quoi. C'est encore tout bloqué. Mais bon. Après, eux, ils ont des épaules tellement souples, ils les bossent tous les jours. Typiquement, moi, la natation, je suis pas. C'est un sport que je ne suis pas, même si forcément j'ai vibré avec Léon Marchand. Mais si demain, j'ai un des grands nageurs français qui donne une interview, je vais la lire du premier au dernier mot. Je vais tout lire et je vais kiffer. Parce qu'il y aura, s'il parle de la formation, de la compétition, de la manière dont il aborde le sport de haut niveau, le stress, etc., ça va vraiment m'intéresser. Donc sans connaître son sport, je vais adorer son interview. Écoute, je peux te recommander un épisode chez nous avec Fred Bousquet.
Vraiment passionnant parce que c'était pas un enfant hyper talentueux. Il avait une maladie des os trop fragiles. Et du coup, la natation, c'était le seul sport qu'il pouvait faire. Donc, quand on voit maintenant le grand gaillard énorme avec des records du monde au sprint et les muscles et tout, c'était hyper intéressant. Et puis, une autre facette, c'était que c'était le compagnon de Laure Manodou. Donc, il a vu toute l'explosion de Laure et c'était le mec 2, alors qu'il était quand même recordman du monde du sprint sur 50 mètres, quoi. Donc, c'était assez bizarre pour lui d'avoir un peu ce double statut. Il a mal vécu ? Non. Il l'a pris avec philosophie, tu vois. Ouais. Mais ce qui était dur plutôt, je pense, c'est de se lever, tu vois, d'avoir des paparazzis à la maternité, d'être suivi, d'être un peu dans toute cette partie un peu people, très lourde, qui a été très pesante, je pense, pour Laure Manodou et qui n'existait pas beaucoup dans le monde de la natation. Je sais pas, vous, à quel point c'est pesant. Non, au départ, enfin, on en parlait au tout début de l'interview. Moi, j'ai pas fait du sport de haut niveau et du tennis pour ça, en fait. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une conséquence. Ouais. Et c'est pour ça que... Oui, il faut le gérer, c'est difficile. C'est pour ça que quand j'ai arrêté, on m'a proposé de faire plein d'émissions, de prime, de jeux, de tout machin. J'ai dit non à tout parce que je cherche pas à faire de l'antenne, en fait. Enfin, j'ai l'antenne sur Beansport et sur Amazon parce que je parle d'un sujet que je connais bien. J'espère apporter une expertise, mais je vais pas faire de la télé pour apparaître à l'écran et me ridiculiser. Tu préfères la finesse, la technique et la justesse peut-être des mots. Bah ouais. Il faut que si je vais à la télé, il faut que j'apporte quelque chose. Enfin, il faut que ça me plaise. Il faut que ce soit une valeur ajoutée. J'arrive un peu à la fin de l'interview. Il y a 2 questions que j'adore poser à tous mes invités. La toute première, c'est est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu as consommé récemment et que tu aimes bien recommander parce que tu as vu un message, tu as vu t'as fait des apprentissages en tout cas, une petite ressource, un petit contenu que tu apprécierais de partager. Alors, cinéma, mon dernier film, ça date un peu, donc c'est difficile de parler d'un film. En revanche, sur les bouquins, j'en ai 2 qui ont marqué ma vie. Vas-y. Un que tu connais peut-être, un qui s'appelle L'athlète intérieur, très super bouquin, et l'autre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Ok. Voilà, 2 bouquins que j'ai lus il y a longtemps, mais qui m'ont mis sur les rails, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore dans ce que j'ai pu trouver dans ces 2 bouquins. Ok, tu les relis de temps en temps ? Je les ai encore. Ok. Ouais. Et la toute dernière question que je pose, c'est de savoir quel est le prochain invité ou la prochaine invitée que tu me recommanderais d'avoir pour parler un peu technicité dans le sport, finesse, justesse de coup, justesse d'esprit. Quelqu'un qui aurait des choses sûrement très intéressantes à raconter pendant 1h30. Bah, si tu veux un profil un peu atypique, quelqu'un où tu vas déjà passer un bon moment parce que c'est quelqu'un d'intéressant, je dirais Pierre-Hugues Herbert. Okay. Mon PH, c'est un super gars. Il aura des choses intéressantes à dire. Bah, écoute, je prends la recommandation. Je vais le relancer. En tout cas, ce serait avec grand plaisir. Je sais que c'est un garçon qui me touche beaucoup dans sa façon de faire, donc ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à toi. J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Je me suis régalé. J'ai eu les émotions tout du long. Ça a duré. Donc, merci pour tout ça, en fait, pour toutes ces années, même devant ma télé, moi, à me faire progresser sur mon revers, sur mon service. Moi qui n'étais pas très grand au tennis, j'avais pas beaucoup de joueurs, finalement, sur qui je pouvais presque m'identifier. Donc, merci pour toutes ces années. Et merci à toi. Le tennis, c'est un sport où malheureusement on peut jouer 8 heures par jour et on a toujours des choses à travailler. Toujours des choses à travailler. Ouais. Parce que c'est tellement précis et pointu sur le plan technique que on restera toute sa vie perfectible. Ouais. Et moi, j'ai passé 21 ans sur le circuit et quand j'ai changé de vie, je me suis dit, mais ça, j'ai jamais réussi à le faire. Ou quand je le faisais, mais c'était tellement rare. Et puis c'est valable pour tous les joueurs. Ouais. Bah, je le retrouve beaucoup, tu vois, dans l'entrepreneuriat où je me dis c'est un peu une suite sans fin, un jeu infini dans lequel on peut toujours progresser, on peut toujours améliorer quelque chose dans sa boîte, dans son média, avec ses clients, avec ses salariés, tu vois. Donc je me retrouve beaucoup là-dedans et là-dessus, je pense que ça a été une bonne école de vie. Donc, ouais. Donc je me retrouve bien dans l'entrepreneuriat, c'est formidable aussi. Merci Fabrice, à bientôt. Merci à toi. Ciao.